Fania, bonsoir. Bonsoir, la France qui ne dort pas. Ah, désolée, c'était galère. Franchement, on voyait. En fait, on n'avait aucune notif, il n'y avait rien, tout était bloqué. La France qui ne dort pas à quelle heure quelle heure il est chez vous? 2h30. Ouais. Ça, c'est les problèmes. Je sais pas si c'est le Omicron, le gouvernement qui marche pas, le manque de la casse de l'hôpital public, hein, qui vous laisse éveiller, ou les programmes télé très nuls, ou le cinéma français qui sort un énième qu'est-ce qu'on a refait au bon Dieu, ou qu'est-ce que Satan nous veut. Ou un truc sur les SECPA. Seigneur. Mon cerveau avait supprimé cette information, de manière, de manière stratégique. Ouais, j'ai écouté une partie, je crois, pas tout là, en rentrant. En rentrant du travail tout à l'heure. Donc, j'ai écouté à partir de, je pense que un peu avant que Aurora intervienne. Et après, il y avait la personne qui était à la France Insoumise aussi, qui a intervenu. Et je pense que, bon, j'ai répété la même chose que je répète souvent dans les spaces de Youssef, qui fait avec Anas, et dans les autres spaces, cette affaire de ce qui intéresse ou pas les personnes, que c'est des questions dont on fait les gens ils s'en foutent, que les gens ils veulent parler du nucléaire, du chômage, etc. Et je pense que ça, c'est une erreur extrêmement grave de penser que en fait, c'est pas une question importante, ou que c'est pas que ce soit pas une question importante, mais que les gens, ils s'intéressent pas à ces questions, ils s'en foutent des questions identitaires, c'est pas vrai. Là, je vais mettre ma casquette de sociologue, c'est pas vrai que même si les gens, ils ne disent pas, ah oui, tous les matins, je me réveille en pensant le nombre de Noirs, d'Arabes, de musulmans, d'Asiatiques qui est en France, et j'ai un avis. À partir de ça, on vit dans un monde et dans un pays qui est racialisé, qui est stratifié socialement, qui est divisé autour du genre, qui est divisé en termes de division du travail, division des places autour de questions différentes. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'expliciter chaque jour un intérêt pour la question pour que la question, en fait, se traduit dans la façon dont les individus vivent la capacité de ne pas habiter, là où ils considèrent être un quartier habitable, passable, pas habitable, là où ils considèrent être un trop plein de qui, de quoi, là où ils disent que ils méritent un certain salaire pour un certain poste, là où ils pensent que certains postes sont désignés pour certaines personnes, et même dans le champ visuel comme on se promène à Paris, mais même ici à New York, on est dans les restaurants, on voit qui est majoritairement les serveurs dans les restaurants et qui sont majoritairement les gens dehors sur les vélos, Uber Eats, DoorDash, non, je crois qu'il n'y a pas de DoorDash en France, Uber Eats, Deliveroo et autre question. Donc, même si il n'y a pas, les gens ne disent pas 24 comme Sarkozy, oh, le matin en me rasant, je pense à la division raciale, aux minorités, au féminisme. En fait, notre vie est conditionnée par ces champs dans le fait de où on se place, dans les luttes de placement qu'on a pour les positions et de la façon dont on est traité et aussi dont on traite les autres. Donc, c'est une question extrêmement importante de penser les conditions dans lesquelles sont produites la non-citoyenneté, si on est réformiste, si on est social-démocrate ou, bon, les insoumis, on va dire social-démocrate plus, hein, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Si on est réformiste, donc penser les conditions où on produit la non-citoyenneté, ou même si c'est pas citoyen, la non-égalité, ou si on est plus révolutionnaire et plus radical, penser les conditions où sont produits la relégation dans les marges de l'humanité de certaines catégories en fonction de leur race, de leur genre, de leurs conditions physiques. Donc l'égalité, c'est penser le fait que
on n'est pas fait juste pour naître, payer des loyers, vendre sa force de travail, pour enrichir des bourgeois, aller de temps en temps au restaurant si on peut se permettre, avoir 2 semaines de vacances commandées sur Expedia, puis mourir de sa belle mort. Donc voilà. Donc si on pense ça, on doit penser comment on sépare la valeur, enfin, worth, c'est ce qu'on vaut en tant qu'être humain, et je pense que tous les autres êtres humains ont la même valeur intrinsèque, quel que soit ce qu'ils font et quels qu'ils soient qui ils sont, comment on sépare ça, la valeur que le système, le capitalisme racial, le patriarcat met sur les gens, et comment on le détache du salaire, de notre position, de notre condition administrative, et s'il doit avoir une gauche, si une gauche doit exister, si on pense à la notion de gauche comme quelque chose de progressiste qui en va vers le progrès, la radicalité, en ces temps de pré-fascisme, proto-fascisme ou whatever, elle doit exister idéologiquement. C'est-à-dire elle doit exister avec une proposition pour à minima, et là je dis à minima, c'est-à-dire au minimum, vu la situation, il faut être social-démocrate. C'est le minimum. Social-démocrate plus, c'est le minimum. Au minima, il faut que cette gauche ait une proposition sur l'égalité. Et cette proposition sur l'égalité, c'est pas, bien sûr, il faut avoir des propositions sur le nucléaire, sur le plein emploi, etc. Mais c'est pas avoir une position sur le nucléaire qui va répondre à cette proposition de l'égalité, à cette proposition de comment on fait pour habiter, non pas seulement en France, parce que la France c'est pas le monde, mais comment on fait pour habiter cette planète ensemble, et comment on fait pour habiter sans que ça veut dire que la façon dont j'habite est conditionnée au fait qu'il y ait des gens qui meurent dans la Méditerranée, qu'on doit construire des murs, qu'il y ait des gens qui soient moins payés que moi, etc. Donc au minima, il faut qu'il y ait cette réflexion idéologique, à défaut de pouvoir gagner des élections. Parce qu'en fait, la plupart des candidats de gauche qui ont un programme, ils vont pas gagner. Donc, ils vont pas gagner. Ceux qui ont des problèmes les plus progressistes, on va dire, hein, je mets plein de guillemets, ils vont pas gagner. Donc, si on ne gagne pas, il faut que ça serve à quelque chose, ce temps d'agenda politique où le débat politique est tourné autour de programmes politiques et non autour, bon, même s'il est tourné autour de beaucoup de polémiques, il faut que ça serve à quelque chose. Et si ça doit servir à quelque chose, en plus de propositions qui peuvent, avec les rapports de force politique, pousser à être pris par d'autres partis, il faut que le rapport idéologique la question idéologique et la question de fond idéologique soient abordées. Et le fait, c'est que si le travail avait été fait, pas en 2005, mais si le travail avait été fait au moment où il y avait des bidonvilles d'immigrés qui arrivaient, des immigrations postcoloniales, si le travail a été fait à ce moment-là, on n'en serait pas là. Il n'y aurait pas besoin d'avoir une narration autour de la classe populaire, c'est-à-dire la classe populaire est une catégorie, enfin, les ouvriers, qui est devenue une catégorie raciale qui ne dit pas son nom, parce qu'on dit les ouvriers, on parle des personnes blanches de classe populaire, et après on parle des immigrés, même s'ils sont pas, ils sont techniquement français, ou les enfants d'immigrés, ça c'est une autre catégorie raciale. Donc il n'y aurait pas eu besoin de ça, il y aurait pas besoin de ça, mais le travail n'a pas été fait. Le travail n'a pas été fait dans les organisations de gauche sur plein de sujets, pas que le racisme, hein, et on voit les problèmes. Et ça sert à ça le militantisme. C'est pour ça qu'on est militant. C'est de faire le travail pour quand ce sera nécessaire et quand ce sera utile, quand le moment va arriver. Et moi, je tiens à dire qu'on n'est pas des grosses organisations, on n'est pas des organisations qui ont des locaux, qui ont une histoire, qui sont entrées dans le patrimoine, comme le Parti communiste, mais de nombreuses organisations antiracistes politiques, de nombreuses organisations féministes, elles ont fait le travail. C'est-à-dire, elles ont fait le travail douloureusement, là, que le PCF ne veut pas, genre qu'il y ait une scission, bah, ils l'ont fait, et parfois il y a eu des scissions. C'est-à-dire, il y a des organisations qui partaient d'extrêmement loin, mais vraiment, quand je dis loin, de très très loin, hein, là, on a vu dernièrement, nous toutes, elles ont fait le travail. Donc, ça veut dire il faut accepter un moment que les routes sont séparées, comme on fait de la politique. Faire de la politique, c'est aussi décider d'avoir des lignes politiques qui sont pas franchissables et qui vont quelque part. Donc, on fait le travail. Et faire le travail, ça veut dire, oui, bien sûr, il y a des gens qui vont partir. Faire le travail, ça veut dire aussi affronter la merde à l'intérieur de son propre mouvement. Faire le travail, c'est de fâcher avec des gens qui ont été ses amis, qui ont fait des luttes ensemble. Faire le travail, c'est aussi reconnaître que c'est pas parce qu'on a fait des choses qui sont bien, qui ont permis l'avancée sociale, que c'était tout.
que c'est l'équivalent de l'égalité et de la liberté. Et je pense qu'il y a un travail que, enfin, plus de l'ordre philosophique, idéologique, je ne sais pas, mais à penser que la, enfin, la philosophie de fond de la gauche en France, mais de tous les partis en France, et je pense de tous les partis en France, mais aussi du pouvoir en France, est basée sur une croyance extrêmement forte à la supériorité morale et idéologique de la France. Et les partis de gauche également. Et parfois, cette idée de supériorité morale et idéologique, ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que parfois, la supériorité morale et idéologique pousse que des partis s'appellent le Parti communiste et se battent sur les droits des travailleurs, et d'autres pour, je ne sais pas moi, l'impérialisme, etc. Mais parfois, cette idée aussi de supériorité morale et idéologique font que les partis de gauche soutiennent la colonisation. Parfois, cette idée de supériorité morale et idéologique font que les personnes qui ont fait la résolution de 1789, au lendemain de la Révolution, ont pris leur bateau pour aller combattre la révolution haïtienne contre l'armée d'indigènes. La supériorité morale et idéologique fait aussi que des partis de gauche peuvent soutenir l'interventionnisme, se penser pourvoyeurs du féminisme, même si on ne les connaissait pas féministes pour un sou. Donc, je pense que c'est ça qui doit être pensé, que la, la, le champ politique en France, et que s'il y a quelque chose qui traverse tout le champ politique, mais l'État, la République, la notion du républicanisme, et la gauche, la droite, le centre, l'extrême droite, c'est cette persistance d'une croyance en supériorité idéologique et morale. Et cette supériorité idéologique et morale, ben, elle est juste, elle se défend de manière différente en fonction des partis, mais quand on regarde bien la politique même du Parti communiste, qui fait des trucs bien pour les travailleurs, mais dès que ces travailleurs arrêtent d'être dans cette ligne, ça y est, ils ne sont plus des travailleurs. Donc, l'égalité, elle ne peut pas être conditionnelle. L'égalité et la liberté, ça ne peut pas être conditionnel que si on est d'une certaine façon. Et on voit comment les partis de gauche ont géré les quartiers populaires, comment leur gestion aussi, leur vue sur les départements dits d'outre-mer, sur la colonisation, sur la francophonie, sur les rapports avec d'autres pays, sur plein de choses. Donc, je pense que c'est ça qui doit être adressé. Et je pense que les organisations, qu'elles soient tous ceux qui mettent dans le wokisme, et on va noter, comme Siam l'a dit, que c'est drôle de quel mot il choisit. Là, c'est un mot qui est bien choisi parce que c'est le même que la droite aux États-Unis utilise, donc ça fait un genre d'internationalisme des réactionnaires. Donc comme ça, c'est assez compréhensible même pour les gens au Canada, aux États-Unis, mais même dans des pays comme le Brésil. Donc le wokisme, de tous les gens qui mettent dans le wokisme, ben, en fait, ils permettent de changer, de confronter, je pense que c'est un anglicisme que je viens de faire, mais en fait de confronter cette super morale et idéologique, et d'aller sur des bases d'une politique qui propose et qui remet à plat le fait qu'on peut repenser la notion d'égalité, si on est réformiste, la notion d'égalité et de liberté et de solidarité et d'intersectionnalité. Je suis le seul à ne plus entendre Fania ou... Ouais, rêve, je me demandais la même chose, mais ouais, Fania, t'as bugué. Ouais, c'est ça. J'avais Ouais, peur ça a d'avoir bugué. encore planté, honnêtement. Ouais, je pense elle a planté pour le coup. Ouais, J'ai flippé ma race. Hein. elle a planté, c'est bon, elle est là. Ah non, mais clairement, Twitter, c'est aussi stable que ma santé mentale, des fois. J'avais fini. On n'a pas entendu les derniers éléments, Fania. Je disais, Enfin, César, pardon, tu m'entends là? Ouais, voilà, on t'entend, ouais. Ok, ben en fait, c'est ce que je disais. Je disais que ce que la gauche, le PCF, etc., veulent pas confronter, je pense que c'est le PCF, bon, le PS, n'en parlons même pas, hein, ça fait un moment, mais le PCF, mais même à la France Insoumise ou dans d'autres partis de gauche, hein, je pense que cette petite musique qu'on entend partout, et c'est le fait que plein de gens différents se sentent mal à l'aise dans plein d'organisations, c'est ça, c'est que ça n'a pas été adressé, ça n'est toujours pas adressé, que ces partis fonctionnent avec
un présupposé extrêmement fort, extrêmement fort, qu'ils portent quelque chose qui est lié, même pas à leur parti, mais à la France, de supériorité idéologique, morale et politique. Et ce qu'ils font, ce n'est pas juste de la politique pour gagner le rapport de pouvoir, pour définir la réalité politique et sociale, mais ce qu'ils font, c'est pour the greater good, etc. Et je pense que c'est pour ça que la guerre idéologique en France est beaucoup plus forte que la guerre idéologique aux États-Unis, où les États-Unis sont un pays raciste, hein, etc. Mais la guerre idéologique n'est pas comme en France. Ça veut dire que l'élimination de personnes comme ça ne va pas, ça peut pas passer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très très français qui est lié à cette idée, et c'est pour ça que la guerre idéologique est aussi est aussi permanente et constante, et qu'on essaye, par exemple, là, ils attaquent des personnes qui sont, pour moi, enfin, pour les avoir eu en cours, hein, je pense qu'ils sont même pas, je sais même pas s'ils sont, je sais pas, à gauche du modem, hein, des gens comme Nona Mayer, hein, je pense que c'est des personnes qui croient à l'Union européenne, l'égalitarisme, et maintenant ils sont traités de, je sais pas, wokisme, machin, etc. Donc c'est complètement fou, et je pense qu'il y a vraiment cette idée de guerre idéologique qu'on a subie avec Siam, et que d'autres aussi subissent, d'autres organisations politiques, et tout le monde devrait adresser ça. Et je pense qu'il faut arrêter les personnes qui pensent être de gauche, les personnes qui sont dans les partis, dans tous les partis de gauche, cette affaire de « oh non, les gens du quotidien, ils s'en foutent des débats identitaires ». Non. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ne dit pas ah, voilà, j'ai fait une théorie intro problématique qu'on s'en fout. Les gens, ils se lèvent pas tous les matins en disant oh, moi, j'ai une pensée sur comment est stratifiée en genre la place des femmes dans la société. Mais ça n'empêche que ça produit des réalités. Donc, je pense qu'il faut abandonner cette affaire de le peuple du quotidien qui reprend une image qui est très extrême droite, s'en fout de ces questions identitaires. Non, personne, ce qui forme notre identité, on y pense beaucoup, même si on n'y pense pas de manière structurée et explicite. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et que même vu de loin, vu de là où je suis à New York, hein, ça n'a pas l'air joli. Et même en étant à New York, je reçois plein de mails bizarres de gens bizarres. Et je tenais à dire, s'ils sont là, les gens qui envoient des mails à mon université, je suis aux États-Unis dans une université un peu gauchiste qui avait Foucault, donc vous pouvez leur envoyer un mail pour dire que je suis racialiste. Ouais. Ouais. Ouais, c'est. Ça a coupé. Ouais, c'est revenu, mais. Bah, Fania, bon, elle va peut-être revenir en attendant. Juste, bah, j'en profite pour dire désolée, parce que c'est vrai, on Mais est-ce que galère tu un as peu. enregistré? Tu as enregistré cette deuxième partie? Non? Aïe, parce que je pense que tu as enregistré la première partie. Mais ouais, il a oublié de dire Ok, d'activer ok. Non, mais c'est pas l'enregistrement. grave. Je vais activer l'enregistrement. Juste. Ah là là, j'allais dire un truc, j'ai oublié, rêve. Ah oui, non, j'allais dire, ouais, désolée, depuis tout à l'heure, on galère, mais c'est parce que nous, en fait, on avait enfin, moi, personnellement, rêve, je sais qu'il a fait depuis, et d'autres, etc. et tout, mais bon, en fait, on avait l'habitude, on fait des rooms, on fait des spaces comme ça sur Clubhouse depuis des mois et des mois. Voilà. Et du coup, c'était l'occasion de dire aussi qu'à partir de dimanche, en fait, on déplace notre programme qui était sur Clubhouse avant à Twitter Space. Donc, ceux qui ont raté ça là depuis 2021, depuis je sais plus quand, depuis 1 an, vous savez pas ce que vous avez raté. Je pense que ceux qui ont entendu les rooms et les spaces peuvent monter pour venir témoigner. Mais du coup, chaque week-end, donc chaque dimanche matin et une fois par semaine, donc le dimanche matin, en fait, on fera une room, c'est revue de presse, débat sur l'actualité, on décrypte l'actu, on revient sur plein de sujets, etc. et tout, et puis débat ouvert. Et le mercredi soir, ce sera une room thématique. Et donc la première room, ce sera sur c'est une promesse qu'on avait faite sur Clubhouse, ce sera sur grosso modo tout ce qui est réussite, méritocratie, les récits là, dont les médias, avec lesquels les médias nous bassinent là sur les transfuges de Les classe, etc. transfuges, et ouais. tout. Ouais, voilà, cherchez le mot. Bref, tout ça. Réussite, voilà, méritocratie, tout ça. Siam, tu sais que dans mon Ouais. prochain livre qui sort en mars, il y a un chapitre qui s'appelle En finir avec le petit bourgeois qui vit dans nos têtes. C'est sur les transfuges de classe.
Parce que j'en ai Ah! marre, Les grands j'en ai Faut que marre, tu viennes nous faire un j'en ai teaser. marre, Hein. Faut que tu viennes j'en nous ai faire un marre, teaser. j'en ai marre, j'en ai marre, il y en a marre, il y en a marre. Eh bah, viens, bah, super, bah, Je vais viens débarrer mercredi une prochain. asso. Ah bah, en plus, truc de ouf, parce qu'en titre, on aurait bien l'appeler En finir avec, la méritocratie ou la réussite et tout, mais bon, autre sujet, quoi. Mais en tout cas, voilà, prochain rendez-vous, donc à partir de dimanche, 11h, Ouais. Et des puis, décryptages vite fait, remercier Jamel Shorfi qui est dans l'audience, en fait. Il a enregistré les deux spaces. Il est en train d'enregistrer le truc. Donc, super, ouais. merci beaucoup. Et pour les habitués de Clubhouse qui envoient des messages là pour dire et le space sur la politique du kebab, on le fait quand? Laissez-nous déjà laissez-nous tranquille venir arriver sur space tranquille et on fera tout ce qu'on a promis, vous inquiétez pas. Mais déjà voilà, le dimanche, revue de presse à 11h tous les matins. Enfin tous les dimanches matins à 11h inchallah. Voilà. Pardon. Fania, tu avais fini du coup, hein? Oui, voilà. En fait, en résumé, c'était juste pour dire qu'ils font un peu de la merde et qu'il est temps de faire autre chose que de la merde. Voilà. Si je devais faire un abstract. Ça marche, merci beaucoup. Oui, ça Waouh, j'attends depuis 22 heures, je vais péter des câbles. Je vais péter des câbles. Oh là là. Donc merci. Alors je voulais intervenir d'abord avec le débrief space direct avec les militants du PCF, mais j'ai pu parler que 15 secondes pour m'énerver parce que l'autre j'ai même pas parlé, il m'a demandé de me calmer. Donc là j'ai beaucoup de trucs à dire, je vais essayer d'être très rapide. Déjà je voudrais dire que le PCF raciste, enfin on va dire le PCF chauvin, c'est pas quelque chose de nouveau. En fait ça a toujours été ça. Il y a toujours eu beaucoup de chauvinisme dans l'histoire du PCF et je vous renvoie notamment à la lettre d'Aimé Césaire en 56 quand il quitte le Parti communiste en traitant ses camarades de faire ce qu'il appelle lui du fraternalisme, c'est-à-dire de le traiter un peu comme le petit frère qu'il faudrait civiliser. Il y a un peu cette idée-là avec nous, les Noirs et les Arabes, c'est qu'on se tromperait. On est très en colère, on est plein de ressentiments, mais ils vont nous guider vers la lumière du communisme. Je voudrais dire aussi que là, pendant le space, ils ont parlé de la polémique de Roussel autour de la viande et ils nous ont fait croire que c'était l'idée de dire que il faut avoir une politique alimentaire. Non, mais ils se foutent de notre gueule. En fait, ils se foutent de notre gueule. Ils font comme si ça ne rentrait pas dans un certain contexte. Et dans le contexte politique français actuel et même depuis une vingtaine d'années où voilà, on va mobiliser la nourriture et notamment certains traits culturels français comme le fromage, comme le vin surtout, ou la viande. Et quand Roussel parle de viande, on sait que derrière, il va parler de porc, qui sont comme des marqueurs d'identitaire qui vont marquer une différence entre le national et l'étranger. C'est-à-dire que celui qui boit pas de pinard, celui qui mange pas de porc, c'est quelqu'un qui est pas vraiment français quelque part. C'est quelqu'un qui est pas intégré. Et donc on sait très bien qui c'est que ça vise, surtout vu le contexte actuel. Et c'est ça le problème avec le PCF, c'est que ils ne sont pas clairs sur ces combats-là. Sur l'islamophobie, ils sont pas clairs. Déjà parce qu'ils veulent pas encore, on ne sait pas encore si ils admettent le terme islamophobie ou pas. Parce que moi, je vois les militants, c'est un peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui veulent bien dire islamophobie, il y en a qui vont dire ah non, mais c'est un terme tenu par les islamistes. Nous, on va préférer racisme anti-musulman. Donc ça, déjà, il oh, faudrait qu'ils définissent. Ouais. bah, pardon, juste Wissam, je te coupe. En tout cas, pour Roussel, c'est très clair puisque c'est notamment la raison qu'il avait invoquée pour, ne pas participer à la manifestation du 10 novembre, c'est sur le terme islamophobie. Ouais, mais non, mais en plus, c'est ça, je veux dire, ils sont un peu comme Macron, c'est le en même temps. Donc, il y a Roussel, qui est le porte-parole du PCF, qui va dire, moi, je refuse, donc j'y vais pas. Et t'as des militants qui vont dire, ah si, mais on y était, nous. Oui, non, mais il veut dire, votre porte-parole et la ligne maintenant, c'est quoi? Et je voudrais dire, même maintenant, c'est quoi votre ligne? Je veux dire, le CCF, vous avez dit quoi? Et moi, je pose la question aux militants du PCF. Maintenant, moi, ça va commencer. Faut pas qu'on perde Wissam. Il a galéré pour venir. Aïe. Alors on est d'accord qu'on l'entend plus, hein? Ouais. Ouais. Bah, Mais il on va y va revenir. remonter, je pense que c'est comme Fania, on va attendre un peu. Voilà, désolé, bah, il faut qu'on pense à des jingle pubs pour attendre, en attendant, Ouais, les musique de fond, là. exactement. Là, c'est bon.
que je sens que mes jours sont comptés là. C'est pas possible. Donc oui, il y a le CIF. Faut qu'ils clarifient leur position. Est-ce que pour eux c'est une organisation islamiste ou pas? J'en ai entendu des militants du PCF dire que c'est islamiste. Est-ce que c'est islamiste ou pas? Et qui définissent le terme islamiste. Et la loi séparatisme. C'est quoi clairement leur position? Parce qu'ils peuvent avoir ce qu'ils veulent dans leur statut et tout. Moi, je veux du concret. La loi contre le séparatisme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent aussi qu'ils refusent le discours identitaire. Ouais, d'accord, je veux bien. Alors pourquoi ils insistent autant sur la ligne patriote? Pourquoi ils veulent remettre au goût du jour le patriotisme? Alors ils peuvent bien nous dire qu'il y a 200 ans, les patriotes c'était les gens de la gauche, mais j'ai envie de dire, ok, mais le patriotisme, on est matérialiste ou pas? La notion de patriotisme, elle a évolué. Et comment on peut se dire patriote sans avoir un discours anti-impérialiste dans un pays qui est impérialiste, dans un pays français? Comment tu peux te dire patriote français quand ta France, elle est en train de faire la guerre partout? Surtout que tu mets plus en avant ton patriotisme que ton anti-impérialisme. Je voudrais dire aussi une dernière fois, je vais très vite, désolé les gens, parce que j'ai peur de couper avant de pouvoir finir. Je voudrais dire aussi qu'ils sont en mode aussi, ah mais nous on n'aime pas les discours identitaires, nous on est pour remettre l'économique au goût du jour, mais ce réductionnisme économique, ils le font que quand ça leur plaît. S'ils faisaient vraiment du réductionnisme économique, ils seraient pas en train de débattre avec comment ça s'appelle, Pécresse. Ils inviteraient pas les gens de Charlie Hebdo qui en ont rien à foutre de la lutte des classes en fait, qui en ont vraiment rien à foutre. Et surtout quand ils parlent des quartiers, quand ils parlent de laïcité, ils parleraient des problèmes sociaux, des problèmes que rencontrent ces gens pour s'intégrer économiquement sur le marché du travail, à l'école ou quoi. Non, non, eux ça va être en mode il manque de l'autorité, il manque de laïcité, il faut resserrer la vis. Donc voilà, moi je dirais une chose simple. Si tu es marxiste, si tu es communiste, tu ne milites pas au Parti communiste. Voilà, j'ai fait très vite parce que j'ai peur de couper. Merci Wissem. Alors, pardon enfin, désolé quand vous avez des pseudos, en fait, je vous appelle par vos pseudos et on reviendra après sur les discussions parce qu'en vrai, il y a tellement de discussions. Et moi, je vous dis, hein, on n'oublie pas le rapport de la gauche à la religion et le rapport du PC à la religion, gros sujet. Ah oui, Sujet. je te coupe juste pour ça. Oui, ça c'est aussi un truc. Ils ont un rapport bas du front à la religion. Ils n'arrivent pas à actualiser leur lecture. Ils ont un truc anticlérical en mode je suis contre toutes les religions, sans se rendre compte que d'accord, t'es contre toutes les religions, mais là aujourd'hui spécifiquement, il y a une religion qui est particulièrement visée, il y a une religion qui est particulièrement opprimée, et cette religion, elle n'a pas le même statut que le christianisme, elle a aucun rapport avec l'État. Donc je veux dire, arrête d'être un teubé et sois matérialiste parce que normalement t'es marxiste et prends en compte le contexte. Ouais, de ouf. Et même sans contexte, respecte les foi des gens. Bien sûr. Alors, bonsoir Manus Radius. Manus Radius, ouais. Désolé, franchement, je vous appelle. Oui, bonjour, bonsoir, je sais plus. Bonne année aussi. Je vais pas parler trop fort parce que sinon je risque de me retrouver à la rue d'ici quelques minutes. Oui. Manus, que vu l'islamophobie d'État et médiatique dans laquelle nous vivons, si on ne te répond pas bonne année, maintenant, ne pas dire bonne année, c'est considéré comme un signe de radicalisation. Juste entre guillemets, comme vous l'avez tous compris. Oui, c'est vrai. Oh, punaise. Oui, oui. Maintenant. Bon, je souhaite que des meilleures choses, donc voilà. À l'origine, je voulais intervenir sur deux petits points liés au PCF et à Roussel. Et rapidement, je vais essayer de faire court. D'une, on oublie qu'il y a un fait parmi les politiques au national et même au local, c'est qu'ils sont tous copains au sein des assemblées. Ils se connaissent tous copains, grand mot, mais quand même, ils se connaissent tous. Ils se côtoient entre partis, mélange et tout. Ils sont plus ennemis au sein des familles politiques généralement contre militants de divers bords. En tout cas, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent un fait. Et du coup, Roussel côtoie aussi tout autant les autres, en fait. Il est dans cette mouvance avec les autres partis et autres. Il ne faut pas l'oublier. C'est presque bizarre d'entendre, c'était un témoignage avant que ça coupe et que ça revienne, je crois que c'était Oran ou Hicham, je ne sais plus, j'ai du problème avec les prénoms. J'en oublie ce que je voulais dire, mais bon. Je vais passer au deuxième point, ça sera plus simple.
Le deuxième point, c'est que de ce que j'avais cru comprendre des choix politiques, j'ai retiré une oreillette parce que sinon on va m'entendre, je vois gueuler à l'intérieur, ça doit être horrible. On oublie un truc, c'est pas on oublie un truc, mais il y a un truc qui serait à noter. Il y aurait une volonté derrière cette façon de faire de la politique à droite. Et c'est bizarre, c'est toujours cette chasse vers les moutons perdus et autres, d'essayer de récupérer ceux qui se sont égarés à droite et à l'extrême droite, en menant une campagne un peu axée sur une pseudo-ouverture sur des plans qui ne sont pas forcément le communisme actuel. C'est-à-dire tous ces débats, tout ce qui nous choque aujourd'hui par rapport au bon vin et compagnie, et ça on pourrait aussi en parler parce que ça pose tout ce qui est ce qui est bon en politique, c'est à questionner aussi sur beaucoup de points, notamment le qualitatif et autres. Mais il y aurait une volonté derrière pour le PCF, à travers cette voie-là, d'essayer de ramener ces gens qui auraient été se perdre vers l'extrême droite. C'est un choix qu'on peut discuter éventuellement parce que on le sait, quand on va vers l'extrême droite, on ne retourne pas en arrière en général. J'en vois très peu. Je vois quand on voit que, par exemple, par rapport à la droite j'ai du mal, hein, j'interviens très rarement à l'oral. Je suis désolé et c'est presque la panique parce que je suis plutôt timide dans mon style. Magnus, regarde, on est en famille, il est 3 heures du matin, t'es que avec t'es avec des amis, tranquille, personne qui juge, Ouais, mais je t'interviens parle très pas bien, souvent, t'inquiète moi. pas. Et ouais, je me perds du coup. Ouais, je voulais dire, du coup, oui, ce qu'on voit par rapport à la droite qui prétendait chasser à l'extrême droite, et vous en aviez parlé tout à l'heure aussi, un peu, plus ou moins rapidement, euh, et qui reprennent totalement les idées de l'extrême droite pour prétendre reconquérir ses électeurs. On a du mal à croire que cette volonté de communication parte du coup vers une récupération plus que vers une acceptation des idées défendues auparavant par ces extrêmes, en fait. Bon, je vais arrêter là parce que je sens que j'ai beaucoup trop de mal à m'exprimer, mais j'espère qu'on a compris ce que je voulais dire, en fait. Je suis désolé. Oui, non, pas de problème, Magnus, tu reprends la parole quand tu veux. Ok, pas de souci. Et Mais bonsoir. Ouais, pardon, vas-y. bonsoir. À plus tard, peut-être. À tout à l'heure. Bonsoir, Gaïa. Coucou. Ok, alors je vais essayer de reprendre un peu l'intervention Je vais plutôt de rebondir sur ce que Wissam avait dit tout à l'heure et je vais même aller un peu plus loin. Aujourd'hui, en fait, le PCF va être dans la même position que le PS après le mandat Hollande, en fait. C'est que maintenant, je veux dire, vous pouvez plus feindre l'ignorance. D'accord? Vous êtes maintenant au courant de ce qui se passe. Je veux dire, aujourd'hui, il y avait l'histoire sur la viande. Il n'y a même pas 2 semaines, il y avait Roussel en blackface en train de faire Deliveroo dans un carnet. Enfin, Ouais, C'est c'est ouais, bien ça. ça a buggé, on est d'accord. Décidément. Bon, je sais pas, à chaque fois, on se demande si c'est nous qui buggons et en fait, c'est bon, Gaïa, vas-y. donc, on m'entend bien là, c'est bon? Ok, On cool. t'entend. Donc, oui, de ce que je disais, c'est que, en gros, on peut plus feindre l'ignorance, quoi, d'accord? En fait, les années passent, les casseroles s'accumulent, et on est obligé maintenant de reconnaître aujourd'hui que le parti pour lequel on milite n'est plus adapté. C'est ce que disait tout à l'heure, c'est ce que disait Wissam, même s'il a dit très rapidement, mais c'est exactement ça que j'aimerais vraiment dire plus directement aux militants, en fait. Quand on est dans une organisation politique, que ce soit une association ou un parti politique, c'est important de se rendre compte lorsqu'il y a tout un tas de problèmes intersectionnels qui se passent dans l'entreprise, dans l'association ou dans l'organisation. Que ce soit les reproductions du patriarcat, que ce soit le racisme ou des choses comme ça. Il faut bien se rendre compte que si nous, en tant que militants, on décide de rester dans ces partis-là, dans ces organisations-là, ce que l'on fait, c'est que tacitement, on est en train de les valider, ces choses-là. Donc c'est important
de reconnaître, lorsqu'il y a des actions comme ça qui se passent, d'être capable de dire, ouais, non, là, c'est trop, je peux pas, c'est pas possible. Beaucoup de gens, pour reprendre le PS, après le mandat Hollande, il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont tout jeté parce qu'ils se rendaient compte en effet que c'était plus que rester dans ce parti-là, c'était valider quelque chose qui n'est juste plus validable pour des gens de gauche. C'est plus possible. Et aujourd'hui, je pense que, surtout pour les jeunes militants, parce que bon, pour les vieux militants, bon, c'est un peu autre chose, mais pour les jeunes militants, en tout cas du Parti communiste, il n'y a, on peut plus vraiment essayer de se cacher derrière, oui, bon, c'est que une coïncidence, c'est que c'est des faits et tout, que ce soit par rapport aux appels de phare ou les dog whistles par rapport à cette volonté finalement de différencier le travailleur blanc du travailleur noir ou arabe on va dire, l'étude de marché du Parti communiste, on va dire, ceux qui sont visés en premier, ou que ce soit par rapport finalement aux sorties qui sont de plus en plus autoritaires et à cette volonté d'avoir un parti communiste qui serait nationaliste, je suis désolé, on peut pas feindre l'ignorance maintenant. Donc, comme aux associations qui font de la castorisation ou aux organisations politiques qui décident de continuer à reproduire des systèmes agressifs au sein de leur parti, je suis désolé, il faut faire le ménage maintenant, c'est fini. On n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie, on ne peut plus passer encore 5 ans ou 10 ans ou 20 ans, je m'en fous des élections, mais on ne peut plus passer autant de temps finalement à tourner autour du pot, à nettoyer comme ça. Les- notre combat, c'est pas une histoire d'élection, c'est pas une histoire de parti politique, c'est une histoire d'influence aujourd'hui. On a besoin de diffuser nos idées parce qu'on pense qu'elles sont meilleures, qu'on pense que c'est comme ça qu'on va bâtir une meilleure société, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais si la condition pour diffuser nos idées, c'est d'être présent dans des partis qui sont intrinsèquement contre nos intérêts, on ne va jamais s'en sortir. Donc, franchement, je vais vous dire un truc. C'est pas pour critiquer forcément de manière très agressive les militants du PCF, mais sérieusement, les gens, d'accord? Aujourd'hui, stop, d'accord? Donc, soit vous restez dans le Parti communiste et vous admettez que vous êtes finalement OK avec la direction que prend la tête du parti du PCF, ou à ce moment-là, vous admettez que vous n'êtes pas d'accord avec ça, et je vous garantis, d'accord, en tant que militant communiste, c'est pas les amis qui vous manquent, d'accord? Nous, dans la gauche, entre guillemets, radicale, ou progressiste avec plein de guillemets, comme disait Fania, on est on est prêt à accueillir les militants qui sont contre cette genre de choses. Donc venez, n'hésitez pas, dénonçons ça une bonne fois pour toutes, faisons le ménage et reconstruisons une vraie gauche avec des vraies valeurs intersectionnelles et universelles. Merci encore pour l'invitation. Merci Gaïa. Vous savez que moi j'anime ce space alors que en fait, entre nous, je m'en fous complètement de ces questions-là. C'est trop marrant. Et j'arrive même pas à comprendre, Gaïa, pourquoi tu parles, pourquoi vous vous adressez aux militants communistes. Genre, en fait, il y a beaucoup de militants communistes dans la room, dans le space, c'est ça? Bah, j'imagine, oui, j'imagine qu'il y en a sûrement qui traînent. Donc bon, j'essaye quand même j'essaie de rester positif parce que c'est vrai que c'est facile de juste les bâcher, tu vois. En vrai, c'est facile, c'est très fun. Bon, voilà, c'est marrant, mais je me dis, ce serait bien aussi d'essayer de faire un truc un tout petit peu constructif. Donc je me dis, bon, Mais si on peut, voilà quoi. non, mais justement, enfin, c'est ce qu'on disait au tout début. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, en gros, enfin là, moi j'anime un truc débrief space et tout, alors que je pense qu'il faut poser les questions de manière beaucoup plus politique et au-delà du PCF, c'est-à-dire que, et même enfin bon, en tout cas de mon point de vue à moi, même au-delà de la gauche. Par exemple, je trouverais ça beaucoup plus intéressant dans l'absolu de parler concrètement en fait de ce qui se passe, notamment sur la question de l'islamophobie, puisque c'est un des vecteurs, grosso modo, enfin un des vecteurs, un des nœuds autour duquel se joue la campagne sur le racisme, etc. et tout, sur la question sécuritaire, de déconstruire ça et d'avoir des propositions. Je sais pas, mais enfin, je dis ça de manière générale. Hein, Oui, c'est- mais tout à fait. Oui, on pourrait encore aller plus loin. Moi, je me suis concentré sur le PCF parce que bon, bah, c'est le sujet, donc bon, je vais forcément éviter de faire trop des autres sujets. Je terminerai aussi juste en disant que pour avoir été que une ou deux fois sur Clubhouse, ça valait le coup. Hein. Donc, allez voir le truc dimanche, ça va être pas mal. Voilà, bon, je termine là-dessus. Merci Gaïa. Ouais, du coup, rendez-vous tous les dimanches à 11h du matin pour un décryptage de l'actu avec le nouveau space qu'on lance qui s'appelle Ben Bonjour d'abord. Voilà. Ben Bonjour d'abord tous les dimanches matin à 11h. Et pardon, dans l'ordre, il y avait mais en fait, il y a des gens qui étaient là, mais qui ne sont plus là. Bah non, bah du coup, il y avait, Sacha. Ouais, pardon, en fait, non, pardon, Sacha. Avant, il y avait Snow qui attendait depuis tout à l'heure et puis après, il y a Sacha. Bonsoir Snow. Bonsoir.
Waouh, c'était trop bizarre, incroyable. Alors, je vais essayer d'être succincte et pas trop éparpillée. Et je vais aussi surtout essayer de pas trop faire de fangirlisme, parce qu'il y a énormément de gens que je suis et que j'admire énormément dans ce space. Et comme c'est la première fois que je parle dans un space dans ma vie, ça me fait extrêmement bizarre de savoir que ces gens m'entendent. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que je suis un peu inconnue au bataillon. Mais bref, euh, je vais commencer du coup maintenant avant de continuer avant de me répandre en compliments et en admiration devant les gens. Alors, je voulais dire, j'ai j'habitais l'année dernière en Bulgarie parce que je suis à moitié bulgare et je viens de réaménager en France le 1er janvier pour le coup. Et en fait, je pensais en arrivant que alors, du coup, évidemment, je suivais la politique française un peu de loin, du coup, et, euh, et c'était pas du tout réjouissant. Je me disais, mon Dieu, sur quoi je vais tomber quand je vais arriver. Et ouais, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en français, dis donc. C'est extrêmement étrange de reparler cette langue devant autant de monde. C'est très bizarre. J'espère que je vais pas être trop difficile à comprendre. Je vais faire de mon mieux. Alors, oui, donc j'étais très inquiète sur ce que j'allais trouver en arrivant, l'état du débat. Et en fait, bah, comme je le pensais, c'était pas très glorieux. Et surtout que j'ai fait mon retour dans un foyer où il y a pas mal de libéraux. Du coup, j'étais un peu désespérée. Et je dois dire que ça me redonne beaucoup d'espoir de trouver ce genre d'espace d'éducation populaire, si j'ose dire. Sur la gauche, ça me donne beaucoup d'espoir de revenir sur ça. Peut-être que ça va m'encourager à me réintéresser un peu à toutes ces questions-là, plus davantage en tout cas. Et donc, alors oui, du coup, je sais pas si on est toujours autant à fond sur le PCF comme sujet, mais du coup, c'était surtout sur ça que je voulais réagir parce que j'ai assisté au space de base, en tout cas pas tout évidemment, mais je suis arrivée au moment intéressant, on va dire, au moment croustillant. Mais ouais, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, la honte, c'est un peu sous-coté. Alors, je m'explique. Je pense qu'on a un peu trop le réflexe. Alors, bien sûr, quand je dis ça, je vise expressivement les militants du PCF, encore une fois, mais je vais essayer de ne pas rester trop longtemps dessus, puisque, en effet, je suis d'accord que c'est plus important et plus intéressant d'élargir un peu la question. Donc, je vais essayer de partir de ça. Euh, Parfois, quand on voit que des personnes d'extrême droite défendent les propos de l'homme que vous chérissez autant, que Valeurs Actuelles fait des articles pour le défendre, que des personnes d'extrême droite viennent sur les spaces où les militants du PCF essayent d'affirmer leurs idées et se font féliciter par ces personnes d'extrême droite, je me dis, parfois, il faudrait réfléchir à avoir un peu honte quand même, ce serait bien. Et à se dire, ah mince. Et en fait, je pense qu'il y a une vraie remise en question qui n'est plus possible et il faudrait essayer de réfléchir à ce que veut vraiment dire communisme aussi. Parce que, alors du coup, comme Sacha le disait dans le space d'avant, qu'on avait fait quand il y avait encore Ta et tout le reste, moi, je viens à moitié d'un pays où le stalinisme a fait beaucoup de mal aux gens et a un peu gâché ce qui était bien parti, on va dire, plus ou moins, évidemment, hein, qu'on s'entende. Et quand je vois des gens défendre les idées stalinistes avec sans aucun problème, en fait, et se dire qu'il n'y a pas trop de soucis avec ça, bah, je me dis qu'on a vraiment un gros souci et je pense que effectivement le communisme en France, ce n'est pas le Parti communiste et c'est assez terrible, mais du coup, c'est assez triste que la seule personne qui reste un peu crédible et que les gens considèrent d'ultra-gauche, ce soit Mélenchon, ici dans le paysage politique. Mon Dieu, je déteste cette expression, mais je l'utilise quand même. Dans le paysage politique français, la personne enfin, pardon, d'ultra-gauche que la majorité retient, c'est Mélenchon, alors, c'est, je ne suis pas du tout une LFiste, comme on dit. Je suis pas du tout dans ce parti-là. J'ai beaucoup d'amis qui sont. J'ai du respect pour ces gens-là. Je m'en moque beaucoup, toujours parce que bon, c'est marrant. Mais, mais du coup, euh, pour moi, ce n'est pas du tout de l'ultra-gauche Mélenchon. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la dernière figure un peu. Alors, bien sûr, à part
les partis comme le NPA ou alors le parti d'Anas Kazib récemment. J'ai vu ça. Oui, mais je veux dire, avant le PCF, en tout cas, quand je pense qu'on pouvait encore à peu près dire que c'était communiste, il y a quand même plus de popularité. Et aujourd'hui, le seul militant de gauche que les gens associent à l'ultra-gauche qui a un petit peu de popularité, c'est Mélenchon. Et je trouve ça assez terrible. Et du coup, je pense que ce serait très important de, de base, en fait, profiter de ces espaces qu'on a pour redéfinir. Alors, je sais que c'est sans doute un truc qu'on fait souvent et qu'il y a beaucoup de gens qui l'entendent répéter, répéter à longueur de soirée et de nuit. Pour le coup, plutôt de nuit, on dirait. Euh, mais je pense que ce serait important de redéfinir vraiment ce que c'est le communisme et ce que ça devrait être, et ce que c'est l'ultra-gauche, ce que c'est l'antiracisme, ce que c'est le féminisme, toutes ces questions-là, et ne pas accepter, surtout le plus important, ne pas accepter les personnes qui bafouent ce que sont réellement ces valeurs-là, ces combats-là, ces luttes-là, et ne pas accepter leur discours, ne pas prétendre que ce sont des erreurs de communication, des incompréhensions, des petites broutilles à mettre sur le côté absolument pour se concentrer sur les vrais combats. Et, euh, et du coup, j'en reviens. Il faut surtout, je pense que le moyen de récupérer, je sais pas du tout si c'est le bon terme, mince, mais c'est pas grave. Je pense que le moyen de récupérer les personnes fans de Roussel, par exemple, hein, évidemment, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui nous écoutent, mais vous n'êtes pas les seuls, hein. C'est juste que ce soir, on parle plutôt de vous. Mais je pense que le seul moyen de récupérer ces personnes-là, ce serait de leur faire ressentir de la honte, dans le sens où les mettre face à leurs contradictions et, euh, et leur faire comprendre et débattre avec, parce que pour le coup, je pense que c'est toujours sain de débattre dans les milieux de gauche, évidemment, sans personne de l'extrême droite comme il y avait dans le tout premier Space, apparemment. Et les mettre face à leurs contradictions et qu'ils aient un peu honte, quoi, parce que comme je le disais au début, la honte, c'est assez sous-coté au final. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup trop parlé d'un coup. Je m'attendais pas du tout à avoir à autant m'éparpiller. C'est la fatigue, il est tard, mais on est là. Et j'espère que tout le monde prend soin de soi. Et c'est important parce que quand on voit le climat qu'on a actuellement avec les 30% sur l'extrême droite, ouais, c'est important d'essayer de se concentrer un peu sur sa santé mentale et faites attention à vous, les gars, et les gens, et les, euh, tout le monde. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Snow. Moi, je sais pas s'il faut que les militants communistes aient honte ou d'essayer de. Enfin, je comprends l'idée. Après, je sais pas si ça doit être un objectif politique. En fait, ils sont là où ils ont envie d'être. Ils militent là où ils ont envie de militer. C'est que quelque part, ça leur correspond. En fait, finalement, s'il y a cette, enfin, c'est que voilà, c'est que quelque part, ça leur correspond. Je pense que plutôt ce que. Après, encore une fois, je vous dis, je sais pas pourquoi j'anime ce space parce que franchement, c'est des questions qui me passent au-dessus de la tête. Mais je veux dire, en tout cas, moi, de mon point de vue de militante antiraciste et décoloniale, sur ces sujets-là, ce qui me semble important, c'est qu'on puisse à la fois proposer une vraie analyse politique et une vraie critique de ce qui se passe et des enjeux, et qu'on puisse faire des propositions d'alternatives. Et après, celui qui veut venir manger à notre table, bismillah, comme on dit, celui qui veut pas manger à notre table, bon, tôt ou tard, il viendra manger de toute façon. Voilà. Et pardon, il y avait Rêve qui voulait, il y avait Rêve qui voulait prendre la parole, Damien, et j'essaie de faire monter les autres. Oui, je vais faire vite, hein, et c'est surtout pour mettre aussi faire le lien avec ce que disait Fania tout à l'heure et qui est très important. C'était sur la question de cette supériorité morale et idéologique que l'Occident essaie de répandre partout et qui détermine les rapports avec les autres, en fait. Mais en fait, ça, c'est une des dimensions, en fait, de la blanchité dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un space dessus parce que les gens vont penser que je parle de blancheur alors que non, je parle de structure je parle de rapport de domination et je parle de conditions sociales. Et pour moi, cette grille de lecture, elle est importante et c'est pour ça que en fait, je la martèle depuis deux spaces au mois. C'est que
euh, ça permet de comprendre les effets de structuration à l'intérieur des rapports de domination. Parce que les rapports de domination ne sont pas juste des histoires un peu éthérées, juste des idées comme ça. Ça a une prise sur le réel, ça a une prise matérielle sur la vie des gens. Et surtout, ça a une prise matérielle sur les organisations ou les structures dans lesquelles les groupes d'individus évoluent et se partagent le pouvoir avec des hiérarchies aussi bien à l'intérieur donc des groupes et donc des catégories dominants, dominés, mais aussi qui définissent la façon dont le pouvoir est organisé à l'intérieur, le pouvoir est hiérarchisé entre les différents groupes et comment on appartient aux groupes. Donc, on est inclus dans des groupes d'appartenance et des groupes d'exclusion. Et en fait, euh, il y a même, tout à l'heure, par exemple, quand Staha disait que non, mais en fait, Roussel, ça ne sert à rien, mais parce qu'il y a un espace, ou plutôt il y a un ordre qu'ils veulent établir. Ce n'est pas pour rien quand Beau et Noiriel sautent sur, écrivent le livre sur la race, des gens qui sont assez rigoureux quand ils parlent d'autre chose, quand ils parlent de l'histoire, par exemple, Noiriel, quand ils te parlent de l'histoire populaire de France, en fait, et quand ils te parlent de l'histoire ouvrière, il a une rigueur, mais qu'on ne retrouve plus du tout quand il s'agit de parler, par exemple, des rapports entre la classe et la race. Mais de la même manière, quelqu'un comme Beau sur d'autres études, ou même quelqu'un comme l'autre là, comment elle s'appelle, qui était dans le colloque décolonial, par exemple, ce sont des gens, quand tu les retrouves dans leur corps disciplinaire, ce sont des gens qui sont extrêmement brillants, qui peuvent faire preuve donc d'intelligence, de rigueur, de méthode, etc. Mais on ne les reconnaît plus, entre guillemets, dès lors que ça parle de ce qui touche la blanchité. Mais parce que la blanchité véhicule des éléments d'inclusion qui sont des éléments de récompense en termes de pouvoir, en termes d'espace et donc en termes de pouvoir symbolique et de pouvoir matériel. C'est-à-dire quand tu es aligné avec la blanchité, tu reçois de l'espace médiatique, tu vas avoir des pécules, hein, quand je parle de sous là, tu vas avoir des circuits de conférences, tu vas être publié, tu vas participer à des colloques, tu vas participer, tu es tout le temps dans les médias, etc. Tu as aussi un capital symbolique. Tu fais partie des dominants, tu fais partie de ceux qui décident. Ils vont même créer des structures de toutes pièces pour les caser, en fait, pour les récompenser. Mais à côté de ça, il y a aussi ce qui, euh, tous les instruments qui servent à sortir du groupe d'appartenance et donc appartenir au groupe d'exclusion. Le groupe d'exclusion, effectivement, va viser en premier lieu ceux qui ne sont pas de la blanchité, mais aussi ceux qui sont perçus comme étant des collaborateurs ou des alliés de la blanchité. Et ces gens-là vont être exclus de l'espace du disciple, donc de l'espace politique, et vont être déchus du capital à la fois économique et du capital symbolique. On va te décrédibiliser. On va te dire que tu es un islamo-gauchiste. On va même commander le CNRS. On va faire des tribunes, etc., où certains de tes collègues qui sont de l'autre côté vont te vilipender, vont te clouer au pilori, etc., pour te déclasser, en fait, pour te sortir de la blanchité au sens de pouvoir de domination. Donc, c'est une façon à la fois de tenir les rangs, c'est-à-dire de dire aux gens, si tu sors du rang, il y a le bâton, mais par contre, si tu restes dans le rang, voici la carotte qui permet de rester. Et quand tu l'analyses comme ça, tu vas comprendre pourquoi quelqu'un comme Roussel, il va envoyer quelques signaux pour avoir les récompenses pour rentrer dans la domination. Donc, ça va être les plateaux un peu partout. Et cette classe-là est une classe qui est très solidaire. Donc, Sonia Mabrouk va lui témoigner personnellement. Ça n'a aucun intérêt que Sonia Mabrouk, je veux dire, juste en lisant comme ça de surface, ça n'a aucun intérêt que Sonia Mabrouk lui envoie des textos en lui disant ça s'est bien passé, nous on aime bien ce que tu as fait, etc. Mais par contre, sur le plan purement symbolique, ça lui envoie des signaux en lui disant tu es dans la famille, tu fais partie de la classe et ceux qui sont fidèles à l'ordre que nous voulons défendre, voici comment on les traite. C'est pour ça que les Antoven, les Galorine Fourest, les valeurs actuelles, etc., Printemps républicain, vont s'agglutiner autour de lui pour lui envoyer ces signaux-là et pour le conforter en lui disant tu es dans la bonne voie, mais tout en déployant une violence inverse pour
les autres en leur disant, vous qui ne voulez pas jouer le jeu du dominant, vous allez être déclassés comme les dominés et on va faire en sorte de vous traiter comme des dominés. Et je pense que cette lecture-là, si on la perd dans tout ça, on a du mal à avoir une lecture cohérente de ce qui est en train de se passer, de pourquoi on peut avoir des gens qui sont opposés sur le plan politique, quelqu'un comme Vidal et quelqu'un comme Roussel, mais qui, dans un certain espace, vont avoir exactement les mêmes comportements avec les mêmes cibles et se déplacer de la même manière. Je m'arrête là parce que je suis long, mais je voulais quand même mettre ça sur la table, surtout à la suite de ce que disait Fania tout à l'heure. Merci, Rêve. Et tu as bien fait de le faire. Et bonsoir. J'ai renommé le space en pas vraiment débrief space PCF parce que je vous jure, c'est trop bizarre pour moi d'animer ça. Bonsoir, Tatoum. Bonsoir, vous allez bien? Ça va? Et toi? Ouais, très bien, très bien. Super. Alors, c'est mon tour de prendre la parole là ou c'était juste un bonjour cordial? Ça peut être les deux si ça te va, Ok, mais ok, non, mais je pensais, aussi je pensais que Damien était avant moi, c'est pour ça. Ah oui, Alors moi, Damien était là, je pense. ah pardon, dans Ouais. l'ordre, t'apparais en premier, mais si c'est Damien, je suis désolée. Non, mais en fait, des fois, l'ordre ne marche Ah absolument ouais, pas. ok. Ouais, Ouais, c'est pour ça. Vas-y, Décidément, du coup, Clubhouse, c'est beaucoup mieux. ça c'est sûr. Bonsoir Damien, désolé du coup. Non, c'est hyper gentil, mais vas-y, Tatoum, parle si tu veux. C'est hyper compliqué de passer après. Ok, c'est gentil du coup, Damien. Alors, moi, je vais faire un petit peu, enfin, c'est pas vraiment un unpopular opinion parce que en soi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais par contre, je trouve qu'on a vraiment gaspillé beaucoup d'énergie ces 2 derniers jours à tirer sur le PCF, qui pour moi n'est pas, même si tout ce que vous avez dit est vrai, n'est pas une menace pour notre pays, dans le sens où Fabien Roussel, c'est sûr que ce serait pas non plus la meilleure personnalité à gauche s'il accède au pouvoir, mais il n'est pas présidentiable. Aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti, Macron est à 27%. Macron est à 27%, Marine Le Pen à 17%, Fabien Roussel est à 2,5%. Donc, je veux bien qu'on puisse pointer du doigt lorsqu'il fait une déclaration de ce type qui n'est pas forcément en accord avec toutes les valeurs de gauche qui, même historiquement, est portée par son parti. Mais de là à parler de ça pendant 2 jours et de comment est devenu le PCF et comment est devenu la gauche, etc. et tout, je pense qu'on devrait quand même se concentrer sur comment gagner cette élection parce que c'est une élection. Je crois qu'on a perdu Tatoum. Ouais, j'ai l'impression. Est-ce que du coup, Damien, tu veux prendre le relais? Ouais, je veux bien. Merci, bonsoir à tous et à toutes, du coup. Non, je voulais revenir sur un propos tout à l'heure qui avait été dit au niveau concernant la récupération des gens qui sont partis à l'extrême droite et qui étaient essentiellement à gauche. Hein. En fait, le problème, c'est pas d'essayer de les récupérer. Pour moi, c'est une cause totalement loyable d'essayer de récupérer ces gens. Et pas parce qu'ils ont perdu ou quoi que ce soit, mais en fait, le problème aujourd'hui avec la gauche, le problème, c'est d'aller sur l'agenda d'extrême droite pour essayer de la récupérer. C'est tout ça le problème, quoi. Et c'est ce on assiste à ça depuis des mois, depuis des années. Je parle du PS, je parle de la France Insoumise, je parle du PCF, du coup. Et c'est ça le problème, du coup. Et si ces gens sont partis à un moment donné à l'extrême droite, c'est aussi parce que la gauche leur a pas donné, ce qu'ils avaient promis. C'est clairement ça, quoi, et que l'extrême droite, elle n'est pas encore au pouvoir, donc ils ont l'impression que c'est une chance pour eux parce que l'extrême droite promet des choses, le RN promet des choses. Mais pour autant, elle leur donnera pas. Donc, la problématique en vrai, c'est comment récupérer
aller chercher ces gens qui sont partis à l'extrême droite sans aller sur le discours d'extrême droite. Enfin, pour moi, c'est une problématique qui se pose là depuis quelques mois et quelques années en vrai. Et c'est tout ça le problématique. Et les dirigeants de gauche aujourd'hui le font très très mal. Enfin, je ne vais pas reparler de Fabien Roussel, enfin, c'est plus le sujet ce soir, mais quand je vois Fabien Roussel ce week-end avec le peintre républicain et Caroline Fourest qui théorise sur l'islam et qui en fait presque une obsession. Enfin, c'est une obsession hein, sur l'islam. Je me dis que bon, là, on a vraiment un souci. Quoi. Quand on a un dirigeant de gauche qui s'affiche avec quelqu'un qu'on sait très bien, Caroline Fourest, c'est quelqu'un qui est quand même vachement borderline, enfin, pire que ça. Quoi. C'est quelqu'un qui théorise ça et qui n'hésite pas à aller montrer du doigt les méchants arabes et noirs parce qu'ils sont pour elle responsables de plein de trucs. Enfin, et quand on en est là, c'est-à-dire qu'en fait là on se pose la question quoi. C'est dramatique quand un dirigeant de gauche ose s'afficher avec des gens comme ça. Enfin, pour moi c'est dramatique. Voilà. Je suis assez triste encore une fois qu'on soit là, parce que moi je travaille avec le PCF et avec les partis de gauche, et je suis assez triste de me rendre compte que encore, je suis encore en train de pester contre eux, alors que finalement je sais qu'on a les mêmes, on a des valeurs humanistes et que ça m'emmerde clairement de devoir me dire que là non quoi, là c'est pas possible. Enfin, voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Ouais, je suis désolé, j'ai bugué tout à l'heure. Merci Damien, pas de problème Tatoum, tu peux reprendre la parole. Ouais, du coup, je pense que, en fait, c'est ça, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, hein, clairement. En fait, pour moi, c'est des choses qui sont, en fait, qui non seulement portent préjudice directement au peuple de gauche. Enfin, on prend par exemple la manière dont Arnaud Montebourg a chuté dans les sondages quand il a fait sa fameuse déclaration sur Western Union. En fait, pour moi, le peuple de gauche sait déjà tout ça. Et je pense qu'on n'a pas forcément à placer toute notre énergie militante sur ce genre de pointer du doigt avec autant de force ce genre de dérive, parce que ça leur prend déjà préjudice tout seul. Je pense que le plus important, ça serait de continuer à lutter et à déconstruire en gros l'image médiatique que se construit Macron, l'image médiatique que se construit Zemmour, etc. et tout, puisque c'est grâce à des espaces comme ça qu'on peut avoir la parole et diffuser ce genre de choses qu'on n'entend pas en fait, parce qu'il y a énormément de fake news, énormément d'idées reçues, d'informations sans aucune précision qui sont balancées dans les grands médias aujourd'hui. Donc il faut qu'on utilise notre façon de mobiliser, réussir à avoir 500, 1000 personnes, 1200 personnes dans un space pour pouvoir tirer sur le PCF. Enfin, ils sont à 2% dans les sondages. Quand bien même ce qu'on dit c'est pertinent, ils sont à 2% dans les sondages. Ils n'accéderont jamais à la présidence. Ils pèsent à peine dans les voix de Mélenchon. Pour moi, quelqu'un qui vote PCF, c'est peut-être quelqu'un qui votera pas Mélenchon. Peut-être, ok, certes. Peut-être que c'est des voix à récupérer, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à voter Macron et qui peuvent peut-être qui peuvent peut-être venir chez Mélenchon. On a les abstentionnistes à mobiliser. On a énormément de personnes qui peuvent se retrouver dans le peuple de gauche, en tout cas la vraie gauche, quoi. Et là, aujourd'hui, on est mal barré. On est mal barré. Là, le dernier sondage, Mélenchon est descendu en dessous de 10%. Donc, moi, personnellement, ça me gêne c'est pas que ça me gêne de tirer sur le PCF, c'est que ça me gêne de tirer sur le PCF avec autant d'énergie, autant de moyens, autant de mobilisation, autant de monde, alors que pour moi, il ne mérite pas autant d'attention. Alors oui, je sais qu'on en a marre d'être déçu, qu'on en a marre d'être trahi par la gauche, on en a marre d'être trahi par des camarades, on en a marre d'être trahi par le PS, donc on fait un truc débrief PS, on en a marre d'être trahi par le PCF et d'autres personnalités de gauche, donc on en parle certes, mais je pense qu'on devrait, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être renommer ce space pour pouvoir parler des vrais sujets. Sachant qu'en plus, moi, ce qui m'a déçu un petit peu, c'est que quand on a tiré sur le PCF, moi, il y a un truc que j'aime pas du tout avec ce parti,
c'est qu'ils sont profondément contre le nucléaire. Et je pense que, enfin, c'est un peu à la manière Zemmour, un peu, parce que Zemmour, il dit que lui, il change pas d'avis. Historiquement, ça a toujours été un parti qui est pro-nucléaire, certes, mais les temps changent. On arrive à un moment où les stations arrivent en fin de vie, où on doit passer à une transition énergétique. Il y a tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et aujourd'hui, ils sont pour rester dans le nucléaire. Et ça, par contre, c'est quelque chose, on peut les attaquer sur cette ligne écologique de leur programme, par exemple. Pas que la sécurité. La sécurité, on en parle assez sérieusement. Enfin, voilà, ça, c'est plus mon avis. Après, comme je le répète, ce que j'ai entendu depuis le début, j'ai rien entendu de choquant. Tout ce que vous avez dit, c'est justifié. C'est des trucs où je suis à 100% d'accord. Mais s'il vous plaît, mettons notre énergie dans autre chose, mettons notre énergie pour contrer l'extrême droite, la droite. Enfin, de toute façon, tout est en train de s'extrémiser à droite, hein, mais mettons notre énergie pour essayer de gagner cette élection, parce que si vous vous rendez pas compte à quel point elle est, enfin, si, je pense que vous vous rendez compte, mais cette élection est clé, elle est hyper importante, elle est historique, et il faut absolument qu'elle soit gagnée par la gauche et par Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est hyper important. Je peux même pas bien faire avec ma voix. Ouah, je t'ai fait bailler là, par contre, ça me touche. Ouais, non, pardon, j'essayais de faire un truc genre, je suis mitigée. Attends, Mais comme j'ai la voix cassée, j'y arrive pas. Mais merci beaucoup, Tatoum. Du coup, en ton hommage, j'ai renommé ce space critique du débrief space PCF. Ça te va? Merci, ça me va. Non, parce que franchement, je vous jure que je sais pas pourquoi j'anime ça, moi. C'est Mais du pas. coup, ton avis C'est un là-dessus, guet-apens. qu'est-ce que t'en penses, toi? Mon avis, moi, c'est que c'est pas mon sujet. Mon avis, c'est que ce que je dis depuis le début et c'est comme ça qu'on a commencé par. Je sais pas si tu étais là au début. Ce que je dis, c'est que, bien sûr, moi, je préférerais qu'on fasse des spaces pour. En fait, je veux dire, ce qu'a dit un tel ou fait un tel, etc. et tout, ça m'intéresse pas autant que d'expliquer en fait les ressorts de ce racisme politique, par exemple de l'islamophobie politique, de ce que ça veut dire et de comment on fait pour lutter contre et en fait et de mobiliser. C'est-à-dire que voilà, par exemple, il y a un article du Monde qui a été publié aujourd'hui et qui donne des nouvelles sur la pratique enfin je veux dire sur le dispositif du projet de loi séparatisme. Et personnellement, ça m'aurait beaucoup plus intéressé de faire une analyse de ça et enfin voilà, Merci. de faire une critique et puis même à la limite même d'interpeller pour ceux qui croient, pour ceux qui ont, je veux dire, qui placent une importance particulière. Enfin, je veux dire, qui croient, qui ont une attente particulière par rapport au présidentiel, bah, qu'ils interpellent leurs candidats, etc. Et tout. Voilà, moi, c'est des sujets qui me parlent plus. Qui me parle plus, évidemment, voilà. Moi, Après, voilà. je trouve ça intéressant, là, ce que tu nous dis. Tu vois, par exemple, le projet de loi séparatiste, c'est clairement un truc où on peut attaquer Macron. C'est un bilan de son quinquennat. Il doit y avoir des gens, si tu votes Macron, qui a 27% dans les sondages, il doit y avoir forcément quelqu'un là dans ce space qui vote Macron et qui est d'accord avec la loi séparatiste. Bah, c'est des choses qu'on peut questionner. Ça, pour moi, tu vois, c'est hyper pertinent. Qu'est-ce qu'on a envie? Mais oui, je suis d'accord avec toi. Bah, je vais quand même être en désaccord avec toi sur ça. C'est que en fait, tout le monde n'est pas dans la démarche électoraliste. Moi, par exemple, quand je fais cette critique à l'intérieur du PCF, je n'ignore pas que les mêmes tendances ont traversé, par exemple, la France insoumise. Il y a eu une crise à l'intérieur de la France insoumise sur les mêmes questions. Ça veut dire la France insoumise, il y a eu des batailles pour structurer la France insoumise autour de ces questions-là. Il y a une ligne qui a gagné et il y a une ligne qui a été exclue. Mais par exemple, c'est des choses qui sont pertinentes à poser sur la table. Je ne pense pas que ce soit 100% clair actuellement. Il y a des choses à dire. C'est juste que c'est des débriefs space PCF, mais il y aura des choses à dire. Et donc, je pense que de temps en temps aussi, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On est combien? 400, il y avait quoi? 1000, 1200 personnes. Il y a combien de personnes en France, en fait? Il ne faut pas exagérer l'impact de ça. Mais par contre, on peut en tirer quelque chose. C'est la clarification des idées. Déjà, pour moi, ça déjà, c'est quelque chose. C'est mettre des mots sur les choses qui se passent pour avoir au moins une grille de lecture. Une fois qu'on a une grille de lecture, on peut se positionner par rapport à ça. On peut maintenant se dire, OK, moi, je suis pragmatique, je vais peut-être dessiner des horizons
court, moyen, long terme. Peut-être qu'à court terme, il y a la panique liée au fascisme qui est en train de se consolider, l'idée de la Macronie jusqu'au Zemmour et autres. Et à partir de là, tu décides électoralement. Mais les positions de Roussel ne sont pas neutres, en fait. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses qu'on peut juste ignorer comme ça parce que ça a un impact sur la vie des gens. Parce que ça légitime du côté d'une gauche qui aurait pu être une gauche qui lutte contre ça, bah certaines réactions et certaines politiques, quoi, ou un certain rapport à la politique et un certain rapport à la façon dont on organise la cité et à la façon dont on considère la place de certains plutôt que d'autres dans la Je cité. suis d'accord Et avec pour toi, moi, ça, Raïva, c'est hein. important. Je Ouais, suis d'accord avec toi, parce que, c'est parce que, important, en fait, parce que le que je PSF, mettais. Vas-y. attends, juste je finis sur ça. Ouais. Tu peux dire que le PSF est 2%, mais la couverture médiatique que Roussel a eue par rapport à ces sorties-là n'est pas proportionnelle à ça si on voit ce qu'ont eu les autres candidats. Donc, à partir de là, on ne peut pas juste se fier, et puis, bon, les sondages, moi, laisse tomber, quoi. Mais on ne peut pas juste se dire, non, mais électoralement, par rapport à cette élection-là, c'est 2%. Donc, il ne faut pas lui taper dessus parce qu'il faut faire gagner Mélenchon. Donc, là, Non, mais non, je pense par que... exemple, Et puis, on peut taper sur tout le monde aussi en même temps. Donc, on je peut vois taper sur tout pas... le monde, En tout mais cas, moi, je peux moi, taper sur tout le monde en même de temps. l'impact médiatique que ça a, nous, en interne, en fait, c'est ça. Moi, je suis pas en train de te dire qu'il faut pas le faire, et c'est important de pointer du doigt. C'est important de citer son tweet, d'essayer de mettre en avant les limites et les problèmes qu'il y a à gauche, ça c'est sûr, c'est important de le faire. Moi, ce que je parle, c'est vraiment de la proportion que ça a pris. Ça fait 2 jours, on est plus de 500 personnes tous les jours à dire la même chose sur le PCF et sur les dingueries. C'est normal, il faut le faire. Mais par contre, moi, par exemple, j'ai pas vu de space pour réagir à ce qu'a dit Pécresse avec autant de monde. Parce que Pécresse, elle a ressorti le Karcher quand même. Enfin, c'est des choses, Mais il y a plein de trucs comme ça. Enfin, je sais pas, Bah, dimanche. juste, c'est pas pour défendre le PCF, hein, mais mais enfin, je pense que tu as raté le début de la room, mais c'est pour ça que je redis c'est en fait, possible, hein. enfin de la room, du space, pardon, et en l'occurrence, c'est pour ça même, enfin, en tout cas pour moi, ça n'a pas de sens d'être là si c'est juste pour viser le PCF, même si j'entends ce que dit Rêve. C'est-à-dire que, en fait, il faut distinguer deux choses. Les critiques contre les partis de gauche sont utiles pour renvoyer la gauche, en fait, pour lui renvoyer en plein visage ses propres hypocrisies, ses propres incohérences, et surtout faire appel et créer ce qu'on appelle en elle des fractures, mais qui sont des fractures qui sont déjà existantes, en fait, inhérentes à ce qu'elle prétend être, à ce que sont censées être ses valeurs, etc. et tout, et à ce qu'elle fait vraiment au quotidien. Donc ça, il faut entendre aussi que certains aient besoin, notamment ceux qui se revendiquent comme étant à gauche, ou enfin qui appartiennent, quoi, grosso modo, au camp de gauche, et ben, qu'ils aient besoin de titiller, de rappeler à l'ordre leur parti politique, leurs camarades, etc. et tout. C'est important parce qu'en fait, tu vas beaucoup plus critiquer enfin, la critique, elle va être beaucoup plus intéressante et importante pour toi en tant que militant de gauche à prononcer contre la gauche que contre l'extrême droite. Tu sais très bien que l'extrême droite, elle va pas évoluer. Par contre, quand la critique, elle est constructive et qu'elle est portée par plusieurs personnes, et ben, ceux qui font ça espèrent pouvoir faire bouger les lignes de leur parti politique. Ça, c'est une chose. Après, c'est vrai que c'est vrai que la critique qu'on a fait à la France Insoumise, on l'a entendu derrière, hein. On a vu une réelle évolution ah, dans leur ligne là-dessus. Je suis d'accord avec toi. voilà, c'est ça. C'est que tu vois ce que je veux dire? C'est tu critiques en gros, ce qui te touche et ce qui peut te faire évoluer. Là, je parle, pour les gens qui appartiennent au camp de gauche, voilà. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, là où je suis assez d'accord avec toi, c'est que, par exemple, tu dis, les propos de Pécresse ont suscité très peu de réactions. Bon, en vrai, il y a eu beaucoup de réactions, Ouais, on a mais eu, mais le proportionnellement à ces 2 jours-là, j'ai pas vu 2 jours de space sur Pécresse, oui, par parce qu'il exemple. y a pas forcément, mais je pense que, en fait, il ne devrait pas y avoir de space sur les propos de Pécresse et il ne devrait pas y avoir de space sur les propos de Roussel puisque, en tout cas, de mon point de vue à moi, comment dire? Ils reflètent la même dynamique. En fait, ils sont, d'une manière, enfin, chacun à leur degré, chacun à leur manière, etc. et tout. Ils disent la même chose sur le
sur la protection de l'État policier, sur la radicalisation de la parole raciste, sur sur bon là je vais le dire pour être vite, mais même si je déteste cette expression, mais sur l'extrême droitisation du débat public, etc., etc. Et c'est-à-dire que je suis d'accord, je pense qu'il ne faut pas réagir à chaque sortie, qu'il ne faut pas faire des spaces ou des trucs sur chaque sortie, chaque truc, etc. et tout, mais essayer d'analyser ça dans son ensemble pour essayer de comprendre à Ouais, la je suis fois d'accord ce avec qu'elle toi. dit et à la fois que proposer. Mais c'est-à-dire quand la phrase de Valérie Pécresse sur le Karcher, donc elle nous ressort de Sarkozy, etc., etc. Elle dit deux choses. Deux choses. Elle dit premièrement la criminalisation des quartiers populaires et des non-blancs, c'est-à-dire que c'est une phrase qui est raciste, on sait très bien qui est visé derrière, et donc elle dit ne nous trompons pas de cible, rassemblons pardon, le corps national derrière l'ennemi que l'on sait tous que nous avons en commun, c'est-à-dire l'ennemi non blanc. C'est ça, c'est une tentative de resolidifier le corps national et les troupes autour d'un ennemi historique, d'une menace historique qui est, grosso modo, voilà, quartier populaire, non blanc, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas que chez Valérie Pécresse, mais qui est assez consensuel finalement au sein de l'échiquier politique et du champ médiatique. Ça, c'est la première chose qu'elle dit. Et la deuxième chose que ça dit, évidemment, c'est pour faire ça, on a besoin de légitimer le recours à l'État policier et comment dire, le renforcement et l'extension, la perpétuelle extension du domaine de la sécurité, du contrôle, de la surveillance, etc. Et ça, voilà. Et ces deux choses-là, en fait, quand tu reprends à la fois criminalisation des non-blancs ou en tout cas, jeu sur la question raciale, sur la question de l'islamophobie, du racisme, etc. et tout, et renforcement des pouvoirs policiers, notamment, et enfin, pour à la fois préserver les intérêts des dominants et justifier, en fait, légitimer l'ordre social, l'ordre racial, l'ordre capitaliste, et ben, c'est quelque chose que tu retrouves sous des formes différentes, voilà, c'est aujourd'hui la pensée hégémonique, la pensée dominante dans le champ médiatique et dans le champ politique. Et c'est pas pour rien que les 4 candidats qui sont très, très, très bien placés au premier tour de l'élection présidentielle, eh ben, voilà, enfin, je veux dire, on a quand même, c'est quasiment tous des candidats d'extrême droite, en fait. Tu vas avoir juste on a un candidat D'accord. d'extrême droite, on a un candidat d'extrême extrême droite, il y a un candidat de droite extrême et un candidat de l'extrême centre. Donc, c'est ça, en fait. Et ça, Ouais, non, mais je suis d'accord c'est les avec toi. conséquences de Non, ça. franchement, tu m'as convaincu, je te dis la vérité. Tu m'as convaincu sur l'intérêt de ces spaces, etc. et tout. Moi, je trouve que c'est bien, donc tu as raison. Ah non, mais c'est pas Est-ce du que tout je... ce que j'ai dit. Non, mais je suis sérieux. Non, mais je sais, mais je suis sérieux avec toi. Non, mais je sais que ce que tu as dit, enfin, j'ai entendu, t'inquiète pas, hein. Mais juste, tu m'as convaincu, c'est tout. D'accord. Et je voulais juste en profiter pour faire un petit appel à contribution. Je vais organiser un space incessamment sous peu, normalement dans la semaine, sur la mise en avant des programmes environnementaux, du coup, bah, sur les programmes sur l'écologie des différents partis. Donc, s'il y a des représentants des partis de gauche, venez me voir en DM si vous voulez intervenir, que vous maîtrisez un petit peu le programme de vos poulains, etc. J'exclus délibérément la droite parce qu'il n'y a, enfin, c'est pas vraiment forcément par manque de démocratie, mais c'est juste qu'il n'y a juste aucune proposition à droite pour l'environnement. Donc voilà, c'est vrai, hein, c'est même pas pour les vanner ou quoi, mais Zemmour, il a pas de proposition à droite pour l'environnement. Pécresse, pareil. Quand elle dit bah, ma région, c'est l'ami des animaux, mais le foie gras, c'est la France. Enfin bref, il n'y a rien à gratter. À la limite, Macron, je veux bien entendre. Hidalgo, etc. et tout. Enfin, toutes les personnes, les personnalités à gauche qui ont un programme environnemental à débattre, puisque ça va être, on va rentrer dans les détails, entre guillemets, des programmes environnementaux. C'est pas juste pour ou contre le nucléaire. Donc, ça va se baser aussi sur les objectifs du développement durable et comment on construit un programme environnemental. Donc voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me DM. Et en plus, il y a un petit truc sous-jacent, c'est que ça va être, je vais l'enregistrer, ça va être le rendu d'un projet de développement durable que j'ai à faire pour mon école. Donc voilà, Ah je fais d'une ouais, pierre deux coups. le travail gratuit, quoi. Ça, c'est du capitalisme. Pile, pile, pile.
En plus, c'est eux qui nous ont demandé un format original. Du coup, bah, Tatoum, mon frère, s'il faut te soutenir pour un projet d'école, Ouais, envoie-moi un bien vu, DM, bien vu. on sera là, il n'y a pas de problème. super, super. On est Bon, en avec tout toi. cas, merci pour votre écoute et c'était très enrichissant. Merci à toi. Et pardon, pour ceux qui attendaient depuis tout à l'heure, il y avait Booba, il me Bon, semble. bah ouais. Ouais, c'est ça. Yes. Bon, écoutez, je vous remercie, Siam et Rêve. Donc voilà, Siam, déjà, désolé d'ajouter un peu de poids au sujet du PCF. Voilà, c'était juste pour en débriefer un peu les parties. Donc, en trois points. Premier point, c'est ne pas être surpris en fait de l'état du PCF. C'est-à-dire, moi, ce qui me surprend, c'est que les gens soient surpris euh, des faits, des gestes de Roussel dans le cadre de sa campagne présidentielle. Clairement, comme l'a dit Rêve à plusieurs reprises dans plusieurs spaces, c'est clairement délibéré. C'est autant la blanchité alimentaire que la sortie sur les policiers, que la sortie, encore une fois, sur plus ou moins l'islam en soi, l'islamophobie à laquelle il n'a pas participé en termes de manifestation. Voilà, en fait, ça fait beaucoup de points qui ajoutent au poids du PCF à s'établir comme un parti qui exprime des porosités vis-à-vis du FN, comme il l'a exprimé à travers la fin des années 90, où pratiquement toutes les villes PCF dans le nord et dans les régions industrialisées ont été prises ou par le PS ou par le FN par la suite. Le deuxième point, ça concerne de manière un peu plus large, non pas le PCF uniquement, mais en fait l'implication du mouvement, je dirais, factieux qu'est le Printemps républicain, qui réussit en fait à instaurer ces sujets, au-delà de Zemmour, hein, vraiment Zemmour, c'est juste l'expression la plus crasse de ces idées, mais le Printemps républicain a réussi à totalement phagocyter et fait exploser de l'intérieur le PS par rapport au sujet totalement, une véritable cabale vis-à-vis des musulmans à partir de 2015. Et ensuite, aujourd'hui, il est carrément en train de phagocyter le PCF. La preuve en est à travers comment dire, je dirais pas le colloque de la honte, pour faire une référence à Blanquer, mais par rapport à la réunion qu'il a eue avec en l'honneur de Charlie Hebdo. Il avait mille et une manières de le faire. Il l'a fait avec Caroline Forest, qui, bien sûr, on le sait depuis de nombreuses années, est l'ennemi des musulmans en France, et pas que en France. Et surtout, il y a une chose qui m'a surpris, moi, même pas choqué, parce que plus rien ne me choque en termes de politique en France, depuis les bruits et les odeurs de Chirac qui est passé crème, c'est véritablement le fait que les cadres, donc par exemple Yann Brossa, défend corps et âme, a défendu corps et âme véritablement cette sortie sur la blanchité alimentaire, qui est en fait c'est indéfendable. À la limite, tu te tais, et d'autres. Elsa Foussillon est sortie du lot, je ne sais pas ce qui va en advenir d'elle, mais pour revenir au point numéro 2, le Printemps républicain a carrément pris la main sur les sujets sociétaux en France, en ayant véritablement en tant que bouc émissaire les musulmans, et donc bien sûr et tout ce qui est antiracisme, donc la sortie de Assa Traoré et autres, on ne veut pas du tout en entendre parler. Les voilés, j'en parle même pas, on leur fait la guerre depuis 1980. C'est la France, je pense que c'est le seul pays avancé qui puisse faire la guerre je dis même pas une religion, parce qu'ils ne savent rien de la religion musulmane. Véritablement, je pense. C'est véritablement les musulmans qui les dérangent. Ils n'en veulent pas, je le disais dans un autre space précédent, auparavant, c'était les Maghrébins et non les Arabes. Hein. Et aujourd'hui, ce sont les musulmans. Bien sûr, ils sont dans l'imaginaire de la majorité des Français occidentaux. Ils sont maghrébins également. Donc, c'est le problème qui s'est traduit. Avant, c'était des voleurs. Maintenant, ce sont des terroristes. Donc, clairement, on est juste parti sur un transfert de vocabulaire, mais qui, dans tous les cas, c'est une menace de l'intérieur. Il y avait le péril chinois dans les années 80. Là, c'est véritablement la fameuse taquilla illustrée par des représentants de la diversité, entre guillemets, qui se sont assimilés à la France et qui sont bien sûr de bons Français qu'on ne pourra pas
dans laquelle on ne pourra pas leur faire un procès d'intention en disant ils sont racistes. Et enfin le point numéro 3, c'est le fait que, pour revenir à ton point, et ne pas parler que du PCF, c'est la place politico-médiatique des musulmans, parce que là, c'est clairement le saucisson pinard qui visait, comme le disait très justement Rêve, Doug Whistle, en l'occurrence. Je ne vais pas répéter ce qu'il disait, il l'a dit très bien, de manière très détaillée. On est véritablement sur ces micro-agressions évidentes pour toute personne qui est un minimum politisé, et évidente également pour le parti adverse qui lui-même milite chaque jour de manière très active sur les réseaux sociaux, à la manière des supporters de Trump et des supporters de QAnon. Donc, et là, je fais un petit clin d'œil à ceux qui font des spaces avec des personnes d'extrême droite. Lorsqu'ils font des spaces avec des personnes d'extrême droite, ils font des spaces avec des personnes qui sont digitalisées, qui appartiennent à un parti, qui ont cet esprit d'appartenance, si on suit une certaine pyramide. Et enfin, il n'y a rien à convaincre, il n'y a rien à contraindre. Ils savent parfaitement ce qu'ils font, ces personnes d'extrême droite. C'est pas comme si on parlait à un colloque où on parlait d'un sujet plus ou moins polémique et où une personne viendrait vous voir. Par exemple, vous êtes une femme voilée, une jeune femme voilée, vous avez suivi des études, vous êtes parfaitement sachante sur certains sujets, et elle vient vous voir, elle dit voilà, moi j'ai une petite question sur ce sujet. Non, on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans le cadre de confrontation sur lesquelles il y a uniquement le buzz malsain qui va être réalisé. Et je ne vais pas refaire une redite. Siam, si je ne me trompe pas, tu as été au Bondi Blog, hein, c'est pas pour rien. Après, tu as une Non, carrière. pas du tout. Ah, Mais pardon. on confond avec toutes les Arabes qui existent. C'est normal. Alors déjà, je voulais pas. Non, je suis désolé, je voulais pas faire Non, mais ça m'arrive tout le temps. J'ai tout fait, mais non, j'ai jamais été au Bondi Blog, non. D'accord, désolé, j'aurais dû mieux rechercher. Non, donc, tout ça pour finir en disant qu'il y a quand même cette facilité, pas uniquement pour le PCF, également pour le PS auparavant. Aujourd'hui, pour pratiquement la majorité des partis, comme tu le disais, il y a l'extrême droite, la droite extrême, l'extrême centre. Enfin voilà, on sait très bien que dans ce cadre-là, les personnes racisées et les musulmans sont mis de côté. Et clairement, je dirais pour finir, même au niveau des LFI, par exemple, j'écoutais tout à l'heure sur LCP Alexis Corbière, qui a été interrogé justement à ce propos sur les propos de Roussel. Et il a sorti la phrase du bon copain, « Ah, mais vous savez, Roussel, on a fait 2 campagnes présidentielles ensemble. S'il était raciste, je le saurais. » Donc, il y a des choses encore à éclaircir du côté des LFI parce que c'est clairement des propos sur lesquels on doit condamner et clairement on ne doit pas s'aligner et ni spécialement commenter pour défendre ni pour accabler, mais clairement se séparer et ne surtout pas apporter de l'eau au moulin en disant « Ah, vous voyez, il n'a rien dit de spécial en fait. C'est vous, les Maghrébins et les Noirs et les musulmans, vous en faites toujours des tonnes. Voilà, on ne peut plus rien dire. » Et clairement, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où auparavant, la majorité des fameux réactionnaires de Sud Radio, de LCI, de CNews, de BFM, et je tairai même les noms, entre guillemets, de tout ce qui est réactionnaire, qui sont maintenant des stars, clairement, sur les réseaux sociaux et sur YouTube et autres, qui arrivent à instaurer un véritable climat où on est passé du « on ne peut plus rien dire » à maintenant tu vas la fermer, entre guillemets, petit bico, petit négro. On est vraiment arrivé à cela. Bien sûr, il y a toujours des tournures de phrases assez intelligentes et assez acceptées, tout en sachant qu'au gouvernement, il y a des lois, comme tu le disais, sur le séparatisme, il y a des lois qui visent clairement la population musulmane en France, qui pourtant n'est pas si grande que ça. On accepte aujourd'hui le grand remplacement qui clairement a fait 51 morts à l'autre côté, avec une personne qui a clairement fait ses gammes en France. Enfin, c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, on accepte d'établir dans le langage commun le grand remplacement qui a donné lieu à un attentat et dont la personne a clairement fait ses gammes en France. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même ouvrir les yeux. Le sujet antiraciste et le sujet, lié à tout ce qui est islamophobie ou musulmanophobie, ça n'a pas du tout été en Allemagne durant les récentes élections. En France, ils ont choisi de
au niveau de la politique, au niveau de tout ce qui est médiatique, de cristalliser sur ces sujets-là. Et bien sûr, on n'invite absolument aucune personne racisée. D'ailleurs, au PCF, citez-moi quelques personnes, quelques cadres racisés. Enfin, moi, je n'ai pas fait spécialement de grosses recherches, mais je n'en connais pas dans ce domaine-là. Et surtout, la prochaine étape à faire, si on peut avoir cela en tête, c'est surtout d'essayer de politiser un peu plus les personnes qui sont dans l'espèce. Déjà, vous le faites très bien et je vous remercie au niveau de l'éducation, de certains termes. Vous êtes très bienveillant dans ce domaine-là vis-à-vis des personnes qui ne pourraient pas avoir ces réflexes-là. Mais je pense que le vrai sujet, la vraie action à faire, et ça, ce n'est que mon avis, ça serait de pouvoir encore continuer cette éducation vraiment politique, continuer à politiser des personnes qui aujourd'hui, clairement, près de 30% des 18-30 ans ne songent pas à voter. Donc on est vraiment sur ce sujet-là. On est vraiment sur un sujet où se réapproprier la politique, parce que la politique, c'est ce qui constitue nos vies au quotidien, et surtout, c'est ce qui constitue l'oppression au quotidien vis-à-vis des racisés et vis-à-vis des musulmans aujourd'hui en France depuis 2002, mais auparavant, c'était uniquement les Maghrébins. Et un peu plus de solidarité, je pense que c'est vraiment le sujet. Merci beaucoup, Je te remercie. Bouba, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et d'ailleurs, si vous avez des sujets que vous voulez nous voir creuser, sur lesquels vous voulez nous voir intervenir ou débattre, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi par message, qu'on puisse préparer des trucs sur ça. On va pas tarder à clôturer la room, mais on va juste laisser parler. Il reste 3 interventions. Et juste avant de donner la parole, peut-être revenir sur une précision, parce que tu disais l'islamophobie, c'est la reconfiguration du racisme anti-maghrébin. Et tu disais notamment que les femmes qui portent le voile étaient harcelées, stigmatisées depuis les années 80. Juste de précision, en fait, non, c'est pas du tout depuis les années 80. Il y a un historique beaucoup plus ancien entre l'État français et la question du voile et la question de l'islam, qui remonte à la colonisation. C'est-à-dire que déjà, dès 1830, quoi, grosso modo, dès le 19e siècle, le voile et l'islam, et la pratique de l'islam et la gestion du culte musulman a occupé une place importante pour l'État français, en fait, puisqu'il y a de... Enfin bon, on ne peut pas refaire toute l'histoire ici, mais je vous invite vraiment à vous renseigner sur cette période de l'histoire pour ceux qui ne sont pas forcément au fait, où grosso modo, quand la France colonise l'Algérie notamment, mais c'est valable pour d'autres pays, notamment d'Afrique, elle se rend compte, enfin on a des textes, des lettres, des écrits de généraux qui disent il va y avoir un problème à la colonisation, c'est la langue arabe et l'islam, auquel les populations indigènes semblent particulièrement attachées, et qui limitent, qui freinent un peu la possibilité de colonisation, les possibilités de colonisation mentale. En gros, ils sont trop attachés à leur Dieu, ils sont trop attachés à leur religion, et en plus, ils communiquent dans cette langue-là qu'on a du mal à maîtriser. Ça risque de poser problème. Et on a des textes de réponse qui disent, quoi qu'il en coûte, il faut arracher les Algériens à l'islam, et il faut les arracher au Coran, et il faut les arracher à la langue arabe. Donc ça, ce sont des préceptes coloniaux que l'on retrouve dès le début du 19e siècle, notamment dans l'Algérie colonisée. Ça, c'est la première chose, et c'est pour ça aussi qu'il y a une relation particulière qui se noue autour de la question, du voile. D'abord, et ça a été très bien expliqué par Frantz Fanon notamment, parce que le colon ne supporte pas qu'une femme, et en l'occurrence une femme non blanche, puisse échapper à son regard. Il ne supporte pas de ne pas pouvoir voir son corps, en fait, de ne pas pouvoir la posséder, de ne pas pouvoir tout voir, en fait, tout ce qu'elle clash. Et donc, il veut pouvoir avoir la maîtrise, il veut pouvoir la soumettre totalement. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette opposition et cette focalisation sur le voile. Et la deuxième raison, et là encore, il y a des textes qui nous aiguillent sur ça, c'est que pour les colons, à l'époque, pour le pouvoir colonial, prendre possession des corps des femmes indigènes, c'est prendre possession de la cellule familiale et de la communauté dans son ensemble. En gros, ils voulaient dévoiler les femmes et prendre possession, donc posséder les corps des femmes indigènes, les corps des femmes algériennes,
pour posséder les hommes et détruire les communautés, détruire les cellules familiales, détruire les îlots de résistance, détruire les communautés, etc. Et c'est ça en filigrane que l'on retrouve qui se développe de manière évidemment, voilà, sous diverses formes au fil des années. Et c'est pas très étonnant de retrouver en 2017, en 2018, en 2019, sous la plume notamment de journalistes de Libération, je tiens à le souligner, des tweets ou des articles du genre oui, mais le problème avec le voile, c'est un journaliste de Libération d'ailleurs qui avait tweeté le problème avec le voile, c'est que ça constitue une violence, puisque ce que ça signifie, c'est que la femme que je vois en face de moi n'est pas disponible et qu'elle ne veut pas être en relation avec un homme comme moi. Donc cette question de la disponibilité sexuelle, cette question de la possibilité de prendre possession en fait de ce corps de femme qui par définition, puisqu'il est corps de femme et surtout corps de femme indigène, et puis cette possibilité aussi de détruire finalement quelque chose de plus profond qui relève à la fois donc encore une fois de la cellule familiale et de la communauté, c'est tout cela qui se joue autour de la question du voile et bien d'autres choses. Ça, c'était la première précision. Et la deuxième, c'est que je pense qu'il faut dépasser l'analyse qui consiste à réduire l'islamophobie à une reconfiguration du racisme anti-maghrébin. Bien sûr qu'il y a de ça. Bien sûr que l'islamophobie, il y a dans l'islamophobie toutes des formes manifestes de relents coloniaux et d'un racisme reconfiguré. C'est le racisme anti-maghrébin. Mais il y a plus que cela. Il y a, et ceux qui ont l'habitude de m'entendre sur Clubhouse, je suis désolée parce que on se répète, mais du coup, voilà, la cartouche, elle est bien intégrée normalement. Il y a dans l'islamophobie quelque chose qui relève d'une guerre idéologique, d'un combat culturel et d'une guerre idéologique qui est en fait que, grosso modo, on veut enfin, je veux dire, bah, bien sûr qu'il y a l'histoire des Maghrébins, et cetera et tout, c'est pas ça, mais c'est que le monde occidental, le monde blanc, le monde occidental se sent en danger, il se sent en perte de vitesse, il se sent menacé de tous bords, et il a l'impression que la grande menace en face de lui, c'est l'islam qui le concurrence. Sur les idéologies notamment, enfin, qui le concurrence de manière idéologique et politique, mine de rien. Et c'est ça aussi qui se joue derrière, c'est ça qui se joue derrière l'islam. C'est tout ce qui est, comment dire? Tout ce que peut, porter l'islam en termes d'autres projets de société et notamment en tant de projets de société révolutionnaires au sens propre du terme. C'est ça qui dérange. Donc il y a vraiment une question, religieuse ou en tout cas idéologique autour de l'islam et ça peut pas se réduire juste à un racisme anti-maghrébin. Il y a vraiment une évolution. Il y a quelque chose de plus en fait, voilà. Ça me semblait important de le dire et notamment ce qui se joue très, très clairement autour de la question de la soumission. Vous voyez, ça revient très souvent: «Oh là là, vous voyez ces islamistes, ils placent Dieu avant les lois de la République». Mais bon, quel croyant ne place pas Dieu avant les lois de la République ou avant quoi que ce soit d'autre d'ailleurs? Nos parents, nos vies, ce bas monde et cetera et tout. N'importe quel croyant qui se respecte, peu importe sa croyance, normalement, il place Dieu au-delà de tout, par définition, en fait, c'est ça qu'est Dieu. C'est quel au-delà de tout. Bon voilà. Mais pour les musulmans, il y a une bataille spécifique autour de ça, c'est-à-dire on n'accepte pas qu'ils placent Dieu au-delà de la République, en tout cas de ce qu'on voudrait leur imposer comme idée de la République. On n'accepte pas musulman, islam, ça veut dire être soumis à. En fait, on n'accepte pas du musulman, donc de l'indigène musulman, qu'il soit soumis à autre chose que l'ordre racial et colonial. C'est ça qui se joue derrière. On n'accepte pas une soumission à quelque chose qui dépasse, mais qui dépasse largement et de tous les côtés la République française. Donc oui, la question coloniale, oui, évidemment, le racisme anti-maghrébin reconfiguré, évidemment. Et puis après, il y a quelque chose de plus idéologique qui va au-delà. Voilà, pardon, c'était long, mais ça me semblait important de le préciser. Et ah bah, c'était au tour, mais je crois qu'elle est partie de Najette, je ne sais pas si elle a été déconnectée ou pas. En attendant, il y avait, Oscar et Joachiro. Hello, merci. On m'entend bien? Oui, Oui. Ouais. vas-y. OK, cool. Merci. Moi, je voulais juste préciser, en fait, pour rebondir un petit peu ce que disaient avant Rêve et d'autres intervenants. Moi, je voulais juste dire, le net, ça a apporté une vraie mise à nu de voix qu'on n'entendait pas.
parce qu'elles étaient activement combattues, hein. Il y a même eu d'ailleurs une résistance très forte à ces voies nouvelles. Euh, mais ça a aussi créé ce rattrapage horizontal. Et effectivement, ça, je pense que ça casse la gauche, parce que la gauche, elle était construite, établie depuis pas des siècles, mais quand même des décennies et des décennies. Et ça réclame cette déconstruction de beaucoup de gens aussi, de gens qui la composent et d'idées qui nous semblent établies depuis longtemps. Donc un travail long. Et je pense que le temps que ça prend, que ça prendra des années, mais c'est aussi ça qui rend ces espaces comme celui qu'on est en train d'avoir importants. Parce que Roussel, en fait, fonctionnellement, on s'en fout, mais il met en avant, euh, comme vous disiez un petit peu plus tôt, des lignes de rupture. C'est-à-dire que chacun des événements met en lumière une des failles de ce que c'était que la gauche, de ce que c'est que la gauche, etc. Et il faut comprendre qu'on est de gauche au sens de cette innovation politique, et c'est une innovation qui n'a pas d'équivalent historique. C'est-à-dire on est complètement du pair aujourd'hui parce qu'on est à un endroit avec la chance unique d'avoir ces voix nouvelles qui n'ont jamais été entendues et qu'on peut entendre, euh, qui a donc pas d'équivalent. Donc en fait, pour moi, on se pose tous un peu la question, c'est quoi la gauche? C'est quoi la gauche? La gauche, c'est effectivement cette innovation politique, mais cette innovation, pour l'instant, elle est en recherche. D'ailleurs, cette envie de recherche, d'avancée, d'innovation, ça nous rend très dépendants et dépendantes, de la recherche, académique ou non d'ailleurs, et des sciences humaines, et la droite l'a bien compris d'ailleurs, ils passent leur temps à chier sur les universités et sur les sciences humaines et sociales en général, sur la recherche. Et donc je pense que, enfin, je suis désolé, hein, peut-être que je suis un peu rambling et que ma pensée n'est pas très claire, mais c'était juste pour dire que ces espaces, en fait, je pense qu'ils sont importants justement pour ça. Justement parce que la gauche, elle est, grâce à ces voix qui viennent et qui n'ont jamais été entendues avant, elle est en reconstruction. C'est une reconstruction historique qui ne peut pas être, qui doit prendre en compte évidemment toutes les gauches qui l'ont précédée, mais qui ne peut pas être juste la gauche qu'on avait avant. Hem Et d'ailleurs, un des signaux faibles qui montre qu'on ne sait pas ce que c'est la gauche de demain, c'est qu'un parti central dans cette réinvention de la gauche, c'est des gens qui s'appellent le parti anticapitaliste. Et ils ont pas de nom pour l'après, quoi. Ils ne s'appellent pas le, le parti du communisme ou le parti du whatever, ce qui se passe après. En fait, là, ils sont juste, elle et il d'ailleurs, hein, n'ont pas de nom. C'est le parti de quelque chose. On a du mal à dire pourquoi on est, activement, mais on est contre. Et, et c'est pareil d'ailleurs chez les écolos. C'est-à-dire que chez les écolos, il y a une ligne de rupture hyper forte. Ils ne savent pas où ils en sont. Ça se voit dans leur débat, mais même quand on demande vraiment aux gens s'ils sont plutôt accélérationnistes, plutôt plutôt pour la décroissance, etc. C'est jamais vraiment très très clair chez les écolos même de ce qu'ils mettent derrière ces mots. Et je pense que tant que nous, on n'a pas, enfin, je pense que notre bordel en ce moment nous met aussi bas dans les sondages, parce que je pense que tant qu'on n'a pas des noms, des mots, des concepts à vulgariser et à distribuer en fait aux autres, ça va être difficile de vendre au reste de la France un avenir qui chante. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour Zemmour de dire bon, un machin vague dans les années 50 du passé, de trucs muches et un peu d'autoritarisme, que pour nous qui effectivement avons des rêves, des ambitions et des valeurs très très fortes, mais qu'on a du mal à faire cohérer en un projet nouveau. Euh, Et je pense que c'est une chance pour moi déjà d'avoir la parole parmi vous, et merci de me l'avoir donnée. Mais c'est une chance pour nous tous de se dire qu'on peut construire ces concepts d'avenir. Euh, et d'ailleurs, ça se voit que je pense que l'offre politique a compris que c'est sur ces concepts et sur cet imaginaire que va se construire l'avenir, pas forcément l'avenir électif à l'horizon de dans quelques mois, mais l'avenir, le vrai avenir. Parce qu'en fait, dès qu'on a un concept, même un concept aussi évident, disons, que l'intersectionnalité, ils se jettent dessus comme des marsouins pour essayer de le bouffer, de le massacrer et de raconter des conneries dessus. Euh,
justement parce que il faut pas que nous, on puisse parler de nos idées et qu'on on ne puisse pas les faire cohérer en un projet politique qui sont un beau projet qui promettent un avenir radieux. Voilà, c'était juste pour vous remercier, donc tous et tous, pour dire que ce qu'on fait là, c'est pas rien. Merci à toi. Je sais pas si Siam est là. Ouais, ouais. Ouais, Merci beaucoup. c'est Joachiro après. Bonsoir ou bonjour, parce que moi je suis comme vachement tôt. Du coup, en fait, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Et je pense qu'on va revenir un peu sur le PCF, parce que bon, voilà, on était venu pour tirer. Bref. Et le truc, c'est que j'aimerais bien parler des militants en fait qui sont partis, qui ont donné leur temps de leur énergie, qui se sont barrés, parce que c'est mon cas. Parce que j'étais au PC avant, en 2015, 2016, et j'ai rendu ma carte enfin, j'ai pas rendu ma carte en 2019. Parce qu'en fait, il y avait des tas de problèmes qu'il y avait dans le parti, en fait, et que ce soit sexuel, que ce soit raciste ou quoi que ce soit, en fait. Et disons que je pense qu'il faut comme en reparler un peu plus parce que je pense vraiment que si il faut faire quelque chose au PC, en fait, c'est que il faut déjà vraiment parler de ses limites par rapport à ça. Parce que déjà, on va dire que le truc, c'est que par exemple, je suis martiniquais, j'ai vécu en Martinique et tout ça pendant très très longtemps. Je suis venu en France parce que le truc, c'est que par exemple, en Martinique, on vote tous à gauche, en fait, globalement. Et en gros, moi, j'étais en mode, vas-y, le Parti Socialiste, c'est un peu craignos, en fait, je vais aller chez au PC parce que au moins, il sera un minimum décent. Et le truc, c'est que très vite, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs soucis. Par exemple, dans ma section, bon, c'était à Reims, du coup, voilà. En gros, j'étais le seul noir. Du coup, ça la foutait un peu mal parce que j'essayais de parler de petits trucs en mode, oui, c'est cool de faire d'essayer de faire des petites actions pour que, genre, les transports en commun soient gratuits, mais ce serait comme cool aussi que de faire des actions pour parler un peu du racisme, parce que, encore une fois, dans mon cas précis, lorsque je sortais à 2 heures du matin dans la ville, en fait, concrètement, les flics m'arrêtaient parce que, genre, j'existais, en fait. Et je me faisais gaslight sur ce point, parce qu'en fait, le gros problème, c'est qu'encore une fois, tu auras l'élite capitaliste qui sera au-dessus de tout, c'est le plus important. Le reste, le féminisme, toutes les causes sur le racisme, sur l'islamophobie, parce que, évidemment, la France a un problème avec l'islamophobie, ça, voilà. Je pense que Siane l'a déjà très bien expliqué. Et toutes les luttes sur tout ce qui est toutes les luttes sur l'andiphobie, sur la transphobie et sur la psychophobie, tout ce qui s'ensuit, ça n'existe pas, ça n'existe vraiment pas. Et les gars, ils te disent, écoute, voilà, on se débarque du capitalisme et t'inquiète pas que ton humoriste sera plus raciste. T'inquiète pas que c'est bon, les gens seront plus transphobes. T'inquiète pas que c'est bon, les gens seront plus misogynes. T'inquiète pas, il y aura vraiment une politique qui servira. Et le truc, c'est que concrètement, on a, en fait, le gros truc du Parti communiste, en fait, et ça, que ce soit à la tête du parti avec Fabien Roussel, d'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi les militants continuent à s'évertuer à le défendre contre vents et marées lorsque le mec sort des dingueries, mais quasiment une fois par semaine, en fait. Bref. Et on se retrouve dans une situation, en fait, où là, moi, en tant que militant, j'étais en mode, oui, j'ai juste l'impression que je n'existe pas. En gros, en gros, les gars du parti vont juste me dire, tiens, prends 3500 € par mois, t'inquiète pas, c'est bon, il n'y aura plus de problème de racisme, il n'y aura plus de problème. C'est bon, les flics, tranquille, tu vois. On pourra faire des manifestations avec les flics parce que tu comprends, les flics sont des ouvriers aussi, mais vu qu'ils se sont un peu perdus, parce que bien évidemment, les militants du Parti communiste, ce sont les personnes qui vont te ramener à la lumière parce que, oh oui, tu comprends, la lutte capitaliste est le plus important, de toute façon, tous les problèmes découlent de ça. Et ça, on se retrouve avec, du coup, avec un parti qui est censé être le plus à gauche institutionnellement parlant, parce que concrètement, le PS est à droite et Europe Écologie, c'est En Marche. Bref. Et normalement, c'était censé être le parti où, par exemple, moi, il y a quelques années, je me reconnais que je pensais que c'était le plus à gauche, que c'était le plus intéressant. Et lorsque j'apprends aussi que la commission antiraciste a été complètement démantelée et que maintenant, tous ceux qui vont juste être un peu dans le mood de dire que ce serait cool qu'on s'occupe des problèmes de sexisme qui gangrènent le parti, parce que concrètement, toutes les affaires d'agression sexiste et sexuelle, il y en a des masses. On peut en citer des dizaines, que ce soit dans le MJCF ou même dans le parti en général, en fait. Et par contre, ça va juste défendre les agresseurs, ça va même les faire monter dans le parti, donner des typages de responsables de section, parce que concrètement, ok, ce sont des agresseurs, mais ce sont de bons camarades. Et ça, je le montrerai jamais sur ce point.
je l'ai entendu. Il y a des personnes dans le parti qui ont aucune décence au point de dire qu'ils préfèrent avoir des agresseurs en tant que responsables de parti parce qu'ils se débrouillent bien. Donc déjà, là, il y a déjà un gros problème par rapport à ça. Et ça prouve encore une fois qu'en fait, que nos priorités, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour que ce soit pour les Noirs, que ce soit pour les Arabes et tout, pour les musulmans, pour tout ce que tu veux, bah, tant que c'est pas blanc, tant que c'est pas ouvrier, comme le disait Usul, en fait, il y a quelques heures de ça, que concrètement, pour le parti communiste, les seules personnes à défendre, ce sont les ouvriers blancs qui sont, qui souffrent sous le joug, certes, du capitalisme, mais par contre, tous les autres, c'est juste du bonus, en fait. C'est juste, vas-y, tranquille, vas-y, c'est pas un problème. De toute façon, arrêtez de vous inventer des problèmes. Le véritable problème, c'est le capitalisme qui fait qu'il y a des gros problèmes d'inégalité de la répartition de richesses. Mais par contre, le fait de dire qu'il y a des problèmes structurels sur le sexisme, sur le racisme dans le parti, ça, par contre, il n'y a plus personne. C'est bon, c'est tranquille, ça va faire des petites blackface dans le plus grand des calmes. Et bien sûr, il y aura toujours des militants qui vont faire ah bah oui, mais non, il essaie de dénoncer autre chose. Le truc sur l'autre dinguerie avec la viande et puis sur le. Ah, c'est moi ou... Ouais, non, Ok. ouais, je me disais aussi. Ouais. Bon, je pense qu'on a perdu Ça Oscar. bug, ouais. C'était Joshiro qui parlait. Ah oui, c'était Joshiro. Ah bon, bah, comme c'était la dernière intervention, ouais, en fait, il y a encore des demandes, mais la famille, il est 4 heures du matin. Ouais, moi aussi, je vais aller me coucher. Hein. Grave. Et je pense on a fait le tour. La critique, elle était importante, elle est faite. Les partis de gauche, et notamment le PC, doivent prendre la responsabilité. Peut-être, Rêve, je sais pas si t'as des trucs à dire sur ça. Ouais, peut-être juste... Bah, sur ça, non, parce qu'on a déjà, je pense qu'on a fait quand même le tour pas mal de fois. Je pense que les gens doivent en avoir mal de m'avoir entendu sur ce sujet. Peut-être bah, annoncer le space du week-end prochain, quoi. Donc dimanche, le premier space de Bah Bonjour d'abord. Donc dimanche matin. Et puis, je préfère un space avec... parce que Mame Fatou Niang et Julien Sudo vont sortir un livre justement sur l'universalisme. Donc début février, ça va être le livre sort le 3, donc on va faire un space juste après ça, autour du livre. Donc notez aussi ça dans vos agendas. Super. Et ben, à suivre. Et ben, merci beaucoup à tous. Désolée il y a eu énormément de bugs, et notamment dans les demandes de prise de parole et tout. Enfin, on était hyper limité. Donc désolée, en espérant que ça se passera mieux la prochaine fois. Et je sais pas si c'était juste ce soir ou si, mais j'ai l'impression que Twitter Space, ça bug pas mal quand même. Mais du coup, bah, voilà, bah, j'espère que ceux qui ont pas pu parler aujourd'hui, ben, le pourront la prochaine fois. Et merci à tous d'avoir, suivi, et ben, on se dit à très vite. Bonne nuit pour ce qui reste de la nuit. Bon courage à tous, et Bonne nuit. à très bientôt. Et bah, de toute façon, à dimanche, 11h pour ceux qui veulent, suivre, le décryptage de la semaine et de l'actu. Voilà. À très vite. Salut tout le monde.